Bonjour à tous et tous, salut Bandini, salut Julot, salut Mficast, salut Ishtar, salut Morgan, salut Jeff, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans le talk de France Info et bonne et heureuse année à toutes et tous. Une année 2025 que je vous souhaite heureuse, mélicieuse, sereine, une année riante peut-être aussi, une année raisonnée mais pas raisonnable, avec dedans du phosphore, du grain à moudre, une franche louchée de rire et de bonne compagnie. Je suis en tout cas très heureux de vous retrouver pour nos 2 heures de stream des mercredis et des jeudis, de 17h à 19h, 2 heures pour aller capter un peu de l'écho du monde, 2 heures pour aller sonder ce qui se trame dans les abysses parfois sombres de l'actualité, 2 heures où on parle de l'actu politique, économique, diplomatique, scientifique et toutes ces cousines qui posent question, 2 heures certainement pour mettre de la raison dans les passions. Au programme de ces 2 heures, la rentrée du gouvernement de François Bayrou, le Premier ministre dont la déclaration de politique générale est attendue le 14 janvier, mais aussi des annonces d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français, dans lesquels les commentateurs ont pu déceler des velléités référendaires. On parlera aussi un peu de la mort de Jean-Marie Le Pen, mais juste un peu, puisqu'on va surtout en parler pendant une grosse heure demain, dans notre stream de demain soir, de la politique, donc de 17h à 18h, heure à laquelle nous ferons un grand écart, avec au milieu de nos jambes l'océan Atlantique, avec un pied aux États-Unis et un autre en Europe, pour jeter un œil à ce que réserve Elon Musk aux Européens, alors que Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, le Quai d'Orsay, a exhorté ce matin, chez nos amis de France Inter, la Commission européenne à protéger ses États membres avec la plus grande fermeté. Une protection contre les ingérences dans le débat public européen du milliardaire, patron de X, ex-Twitter, allié de poids du président élu américain Donald Trump, ceci devant nous mener jusque 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h03 passé de 2 secondes à Paris, Brest, Tourcoing, Rome et Berlin, et presque, je pense qu'on est déjà demain à Tokyo. Et hier, dans un avion, Pierrick Bonneau, journaliste politique à France Info, a annoncé lors d'un voyage de presse à Marine Le Pen la mort de son père, Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite et cofondateur du Front National, qui deviendra plus tard le Rassemblement National. C'est l'image que l'histoire retiendra. 18. Jospin 16, d'accord. Ce 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. N'ayez pas peur, chers compatriotes. Rentrez dans l'espérance. Le Pen, liberté! Partout dans le pays, des millions de Français manifestent contre les idées du Front National. Car Jean-Marie Le Pen était un homme politique, pour le moins controversé. Devenu député grâce au nationaliste Pierre Poujade à 27 ans, il a porté l'uniforme en Indochine puis en Algérie, avant de fonder le Front National avec plusieurs miliciens comme le Waffen-SS, Pierre Bousquet. Leur obsession, l'immigration. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Jean-Marie Le Pen dérange. En 1976, son domicile parisien est visé par un attentat à la bombe. Sa famille s'en sort indemne. 10 ans plus tard, grâce à la proportionnelle, le FN obtient 35 sièges à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Le Pen se fait un nom et une réputation, celle d'un provocateur adepte des chants nazis et des dérapages. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Après la présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen se contentera d'un mandat de député européen. Marine Le Pen est élue. Puis en 2011, il cède le parti à sa fille. Mais la stratégie de dédiabolisation qu'elle entreprend ne convient pas au patriarche. Leur relation se dégrade. Ses condamnations, notamment pour apologie de crimes de guerre et provocation à la haine, embarrassent le parti. Jeanne, au secours! Ce 1er mai 2015, c'en est trop pour Marine Le Pen qui exclut son père du parti qu'il a fondé. C'est pas Freud qui conseille de tuer le père? Monsieur Le Pen? Aujourd'hui, le menhir, comme on l'appelait, s'est éteint. Mais les idées d'extrême droite, elles, sont en position de force. Jean-Marie Le Pen est mort et son personnage raconte une histoire de l'extrême droite, autant qu'elle laisse présager une part de ce qu'elle peut devenir. On parlera de tout ça demain, pendant une heure entière, de 17h à 18h. Mais peut-être avant qu'on se lance dans l'exégèse des éléments de langage élyséens lors des vœux d'Emmanuel Macron et des premiers pas de François Bayrou, peut-être que nos invités ont quelque chose à dire de la mort de celui qu'on appelait le menhir, au moins brièvement. Je vais peut-être d'abord vous les présenter. Bonjour Justine Faure. Bonjour à tous, bonne année tout le monde. Salut Justine, bonne année, meilleurs vœux. T'es journaliste politique à TF1, t'es côté Quentin Calmé. Salut Quentin. Bonjour Ludo, bonjour au chat. Bonne année, meilleurs vœux. T'es journaliste parlementaire à Public Sénat. Et à tes côtés, Benjamin Morel. Salut Benjamin. Bonjour à tous et bonne année. Et bonne année aussi, meilleurs vœux Benjamin. T'es maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas et tu as commis Le Parlement, temple de la République, paru chez Passé Composé. C'était
en octobre de l'année dernière. C'était en juillet. C'était en juillet, complètement raté, en juillet, en 2024. Avant qu'on cause référendum, un mot peut-être bref sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est un événement politique ? On fait un court tour de table et puis après on passe à autre chose. Benjamin Morel peut-être ? C'est un événement politique, c'est un événement, je dirais, d'histoire politique. Il faut voir que Jean-Marie Le Pen avait une influence très résiduelle sur la vie politique actuelle. Néanmoins, il laisse 3 grands héritages. D'abord, un héritage en termes de structuration du débat public. Il a imposé les thématiques qui aujourd'hui font, je dirais, la une de l'actualité politique tout le temps, notamment le sujet de l'immigration, etc. Deuxième héritage, il laisse un parti. Ce parti, il lui a en grande partie échappé dans les mains de Marine Le Pen, mais malgré tout, c'est un parti qui est devenu extrêmement structurant de notre vie politique. Et dernier élément, il y a quand même un héritage idéologique, même si Marine Le Pen s'en est distinguée, ça continue à être un héritage au sein du Rassemblement national et hors du RN. Et c'est notamment le flambeau repris par Marion Maréchal, qui aujourd'hui représente probablement la plus grande ligne directe idéologique avec celle de Jean-Marie Le Pen. À Quespont, côté Quentin Calvoni. On vient d'apprendre d'ailleurs que les obsèques de Jean-Marie Le Pen se dérouleront à la Trinité-sur-Mer samedi, donc dans le cadre vraiment de c'est là où il était né. Oui, mais donc c'est un événement vraiment très familial, très intime pour le coup. Il y avait une question sur est-ce qu'il y aurait un événement public, puisqu'il y avait un débat même au sein du RN, du FN, sur l'opportunité même de réunir tous ses proches, puisqu'il y a aussi des personnalités sulfureuses parmi ses proches. Et donc il y aura bien une cérémonie religieuse et d'hommage, pour le coup le jeudi 16 à 11h dans l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Donc ils vont bien organiser cette petite commémoration, sachant que on sait que le RN avait peur de cet événement parce que Jean-Marie Le Pen avait réuni autour de lui toutes ces chapelles de l'extrême droite dans les années 70, et il avait encore des admirateurs donc à la droite de la droite, vraiment même les néo-nazis, etc. Donc le RN, Marine Le Pen, donc nouvelle génération, avait peur de voir tous ces clans se rassembler à nouveau à l'occasion de ces obsèques. Donc il y aura bien cette photo de famille, on verra qui sera présent à ces obsèques jeudi de la semaine prochaine. Justine ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il me semble que c'est pas forcément un événement politique majeur de l'histoire politique, en tout cas contemporaine, là qu'on vit, parce qu'il n'était plus membre du parti depuis longtemps, qu'il en avait été écarté et que c'est plus trop sa ligne qu'on suivait, mais que ça reste un événement effectivement parce que figure politique majeure du pays qui a quand même amené le RN ex-FN là où il est aujourd'hui. Et que quand même dans les prochaines semaines, ça pourrait soulever toujours les mêmes questions de quel hommage, quel héritage on garde de lui au sein du RN. Ils avaient été gênés il y a quelques temps pour les 50 ans du parti, au moment où il avait fallu rendre hommage au fondateur et donc dont il était. Et il n'avait pas été invité. Ils avaient fait une cérémonie un peu en catimini dans les sous-sols de l'Assemblée nationale. Alors ils sont un très grand groupe, donc c'est tout de suite très imposant. Ils sont 124 députés. Je crois qu'il y a 120 députés plus ceux qui sont rattachés, mais c'est un très gros groupe à l'Assemblée nationale. Donc c'est beaucoup de députés. C'est même le premier groupe à l'échelle de l'Assemblée nationale. Mais ils avaient fait ça dans un sous-sol. C'était pas du tout une manifestation. C'est pas public. Enfin, il n'y avait pas eu effectivement d'image. Donc là, elle va se poser la même question et qu'est-ce qu'on retient de lui ? Est-ce qu'on passe sous silence effectivement je vais dire sa part d'ombre, c'est plus que ça, c'est les condamnations et ce pourquoi il a été écarté finalement. Donc voilà, il va avoir à gérer la question et ça va pas être si facile. Bon, finalement, dans le tempo, c'était pas mal qui meurt hier, finalement, pour le RN. On remue pas le côté sulfureux, on remue au bon moment finalement le côté sulfureux de Jean-Marie Le Pen. Ça aurait pu tomber à un moment moins propice, non ? Je vous demande d'être Madame Irma, j'en sais rien. Mais on est dans une période qui en effet pas une période électorale aujourd'hui, donc à partir de là, il n'y a pas de retour, de flamme, etc. C'est un mauvais jeu de mots. Après, il y a malgré tout, Marine Le Pen a assez bien géré la distanciation avec Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, entre d'un côté l'existence d'Éric Zemmour, la distanciation avec son père, Marine Le Pen a fondé sa stratégie de modération justement sur cette distinction. Et on voit aujourd'hui, à la fois dans les
hommages ou les condamnations gênées des autres partis politiques et des autres femmes et hommes politiques, et de l'autre côté, dans une acceptation de l'héritage, mais malgré tout très discret du RN, une façon pour le parti à nouveau de se normaliser. La mort de Jean-Marie Le Pen laisse en deuil une partie de sa famille politique, mais aussi sa famille tout court, notamment Marine Le Pen, sa fille. Et j'ouvre le tiroir pour aussitôt le refermer, mais puisque j'ai notamment Benjamin Morel sous la main, j'en profite. On a beaucoup parlé ces derniers jours de deux QPC. Les QPC sont des questions prioritaires de constitutionnalité qui pourraient tirer d'affaire d'une certaine manière Marine Le Pen, qui est actuellement devant la justice et qui risque une peine d'inéligibilité avec une exécution provisoire. Il y a quoi dans ces deux QPC ? Alors, les autres, vous avez aussi le droit de répondre, bien entendu. Il faut comprendre que Marine Le Pen retrouve les juges le 31 mars, et le 31 mars, on devrait avoir le résultat du procès, on devrait avoir le délibéré, et on devrait avoir la condamnation qui devrait tomber. On peut penser, a priori, sans être grand clair, que de l'inéligibilité va être prononcée, mais cette inéligibilité, elle n'est pas exécution immédiate dès lors que Marine Le Pen fera appel, sans doute fera-t-elle appel, et après l'appel, il y a la cassation. Bref, tout ça, a priori, nous reporte largement après 2027. Il n'y a pas de problème pour elle pour se présenter quoi qu'il arrive. En revanche, si l'inéligibilité est prononcée à titre provisoire, ce qu'a requis le procureur, à ce moment-là, elle reste députée, mais elle ne peut pas se représenter en cas de dissolution, et surtout, elle ne peut pas se présenter à la présidentielle de 2027, sauf à ce qu'il y ait eu un jugement en appel avant, et que ce jugement d'appel et en appel ait levé l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Il y a loin de la coupe aux lèvres, au vu du calendrier judiciaire, et ça hypothéquerait fondamentalement sa présentation à la candidature à la présidentielle. Toutefois, l'inéligibilité à titre provisoire, elle n'est pas certaine. Elle est dans la réquisition du procureur, mais il n'est pas certain que le juge suive le réquisitoire du procureur. On a eu deux QPC qui, là, alors une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. Autrement dit, ce sont des justiciables qui vont tenter de saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander de se prononcer sur est-ce que là, un droit ou une liberté qui m'est applicable aurait été violé dans le cadre d'un procès. Ces deux QPC, il y en a une, notamment concernant Hubert Falco, qui ne va pas jusqu'au Conseil constitutionnel, mais qui a contraint la Cour de cassation à préciser ce que ça voulait dire l'inéligibilité à titre provisoire. Et l'inéligibilité à titre provisoire, selon la Cour de cassation, ça veut dire que, elle doit être prononcée si jamais une infraction devait amener si jamais elle n'était pas prononcée, l'infraction serait amenée à se perpétuer ou à être rééditée. Auquel cas, on peut penser que Marine Le Pen n'a pas tout à fait l'intention de reproduire le système de financement occulte de son parti politique via le Parlement européen dans les mois à venir. Ce serait complètement suicidaire politiquement. Donc, pour le juge, suivre ça apparaît relativement compliqué. On a une deuxième QPC qui est un peu plus complexe encore, qui a été renvoyée cette fois-ci par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel et qui pose la question de l'application de cette inéligibilité à titre provisoire dès lors qu'elle a été prononcée par le juge, là en l'occurrence par les préfets, mais il pourra en être de même pour le Conseil constitutionnel qui aurait à refuser la candidature de Marine Le Pen si elle était condamnée au titre de l'inéligibilité à titre provisoire dans le cadre de ce procès et qu'elle se présentait quand même, qu'elle tentait de se présenter à la présidentielle. Si le Conseil constitutionnel va dans le sens du requérant sur cette deuxième QPC, à ce moment-là, lui-même, quand Marine Le Pen se présentera, pourrait dire « j'applique ma jurisprudence, elle a peut-être été condamnée, mais je laisse passer quand même ». Quentin, Justine, quelque chose à ajouter ? Oui, il faut se souvenir qu'il y a donc cette question de l'inéligibilité qui est très importante et qu'elle est automatique, elle est prévue dans la loi Sapin 2. Ce qui était étonnant, et je parle sous le contrôle de Benjamin qui peut à tout moment m'interrompre, mais ce qui était étonnant, c'était qu'effectivement le procureur réclame le fait qu'elle s'applique immédiatement si elle devait être condamnée. Et ça qui a beaucoup fait réagir politiquement. C'était pas de dire qu'il y ait une condamnation à l'inéligibilité pour les affaires de corruption, puisque pour les politiques, depuis les lois Cahuzac et donc Sapin 2, il y a maintenant ces peines d'inéligibilité qui sont automatiques. Mais c'était la question, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de recours suspensif en cas d'appel, ce qui est normalement un droit de la défense. Enfin, on peut s'imaginer que quand on fait un appel, la peine est suspendue. Et là, le fait de devoir l'appliquer, c'était quelque chose, un coup près qui semblait disproportionné, sachant que la loi en plus ne mentionne pas qu'il doit y avoir cette application immédiate. Donc c'est là-dessus d'ailleurs que beaucoup de réactions politiques se sont jouées en disant les magistrats vont plus loin, veulent bien punir effectivement Marine Le Pen. Et donc là, c'est pour ça que c'est un procès politique, c'est parce qu'on demande cette inéligibilité alors même que normalement il doit y avoir des recours possibles. Donc c'est en ça que ces questions sont très importantes, parce qu'elles viennent éclaircir ce point de droit
qui est, d'ailleurs, si j'ai bien suivi, c'est pas Marine Le Pen qui fait appel auprès du Conseil constitutionnel, c'est bien les magistrats eux-mêmes qui vérifient Alors, c'est d'autres affaires que l'affaire de Marine Le Pen. Pour l'affaire au Conseil d'État, c'est une affaire mahoraise, c'est une commune, un conseil municipal à Mayotte, et pour l'autre, c'est Hubert Falco. Mais si jamais ça touche ces deux QPC, ça touche également par ricochet Marine Le Pen. Et l'envoi de la QPC par le Conseil d'État est comme assez étonnante. Le truc, il est bizarre, ce qui montre que quand même là-dessus, que ce soit le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ont besoin de précision. S'interroge même. Voilà, parce que juger Marine Le Pen sur des fondements juridiques aujourd'hui extrêmement flous, au vu de la teneur très politique du dossier, c'est évidemment très problématique pour les juges. Donc les juges se courent en faisant appel aux plus hautes institutions, aux plus hautes instances auxquelles dont elles dépendent pour se couvrir et un peu établir comme ça une jurisprudence ou en tout cas des garanties sur leur jugement. Il y a Cyberoctopie, salut Cyberoctopie, puis salut aussi à Rudolf, à Fradloz, à Toshikuro, à It's Full of Me qui nous ont rejoints. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent d'ailleurs et qui ne causent pas encore dans le chat. Cyberoctopie et après je referme le tiroir, on va parler d'autres choses, mais bon, Cyberoctopie pose la question, l'inéligibilité à exécution provisoire, c'est la règle depuis des années, non? Ce serait demander une exception pour elle de ne pas l'appliquer? Non, justement, je crois pas. Oui. C'est l'inverse. Je crois que personne. Déjà, les lois Sapin 2 sont récentes. Ouais. Elles datent de la toute fin du quinquennat Hollande, donc 2016. Vraiment, elles ont été même, je crois, les décrets sont tombés juste au moment où 6 mois avant la présidentielle de 2017. Donc, c'était des lois très récentes. Donc ça, c'était pour le volet, lorsqu'il y a de la corruption chez les politiques, il y a de l'inéligibilité automatique. Et pour ce qui est de l'automaticité de la peine... Pour ce qui est de l'inéligibilité à titre provisoire, en fait, l'inéligibilité à titre provisoire, ça n'existe pas noir sur blanc dans le code pénal. C'est simplement lorsque vous avez une peine et que cette peine apparaît comme devant être exécutée maintenant, sinon le prévenu que vous avez condamné en première instance en attendant son appel, il va se carapater à l'étranger, vous ne pourrez pas le récupérer, vous l'incarcérez à titre provisoire, vous faites un mandat de dépôt. De même, ici, l'inéligibilité à titre provisoire serait prononcée par exemple contre un élu qui ferait du détournement de fonds publics et qui, si jamais vous ne le rendez pas inéligible et que vous ne le forcez pas à démissionner, continuera à s'en mettre plein les poches jusqu'à son appel. Et donc c'est une façon de faire perdurer une forme d'entorse. Seulement, c'est pas vraiment le cadre de l'application de la jurisprudence. Ça pose tout un tas de problèmes et on a déjà eu du contentieux. Donc là, encore une fois, c'est pas Marine Le Pen qui a posé ces deux QPC, mais si jamais elle devait aller au bout face à un objet qui est quand même devenu assez problématique, force est de constater que très probablement elle en profiterait. Justine ? Oui, non, pour revenir sur la question de l'inéligibilité, effectivement, Marine Le Pen en plus prend l'exemple de François Bayrou qui a été jugé dans des affaires similaires d'assistants parlementaires européens dont l'argent aurait servi pour le parti, bref, et qui n'a pas été condamné déjà pas à de l'inéligibilité. Il est dur ce mot. Inéligibilité. Et donc voilà, non, ce serait une première, en tout cas, je crois, sur une femme politique de ce niveau-là, avec des échéances aussi importantes à l'avenir. Morgane Donkey-Girl nous dit France Info, ouvrez le tiroir. Est-ce que nous refermons ce tiroir? On le referme? J'ai vendu, referme le tiroir. Je vous propose de filer à l'Elysée. On fait un petit voyage dans le temps. On revient à la fin de l'année 2024. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 8 jours et demi, au moment des vœux d'Emmanuel Macron, lors desquels le président de la République a évoqué la possibilité de demander aux Français de trancher, disait-il, des sujets déterminants, disait-il encore. Une manière de laisser entrevoir peut-être des référendums régulièrement évoqués, mais jamais organisés depuis son arrivée à l'Elysée en 2017. Peut-être qu'on peut commencer par un peu de lexique. Dans quel cas on peut décider de recourir au référendum et dans quelles conditions? Qui se lance? Le constitutionnaliste, non? Oui, je pense. Allez, Benjamin. Alors, il y a deux types de référendums prévus dans la Constitution. L'article 89, l'article 11. L'article 89, c'est pour réviser la Constitution. Le problème de l'article 89 pour un président de la République, c'est que ça implique d'avoir l'aval des deux chambres. Il vous faudrait une majorité à l'Assemblée, une majorité au Sénat. Comprenez bien qu'on n'arrive pas à faire adopter un budget, donc avoir une majorité dans les deux chambres, c'est tout de même un peu sujet à caution. De Gaulle a réformé la Constitution en passant par l'autre voie, l'article 11, mais aujourd'hui, pour des raisons jurisprudentielles qui seraient un peu complexes d'expliquer, depuis 2005, on ne peut plus. Donc, si jamais vous voulez faire un référendum et que vous ne voulez pas vous embêter avec l'Assemblée et le Sénat, il vous reste que l'article 11. Cet article 11, il implique pour le chef de l'État deux contraintes. D'abord, il ne fait pas un référendum sur n'importe quoi. Il fait un référendum sur un projet de loi. Il faut donc que votre gouvernement ait déposé un projet de loi. En d'autres termes, il faut l'avis et l'aval de François Bayrou. La deuxième contrainte juridique, c'est que les
les domaines qui sont concernés sont limitatifs. Il s'agit de l'organisation des pouvoirs publics, en gros les institutions, mais pas ce qu'il y a dans la Constitution, les traités, la ratification des traités, et ce qu'on appelle les services publics ou tout ce qui est inhérent à la vie politique, économique ou sociale de la nation. Tout ça, c'est en fait assez limitatif. Prenez l'immigration, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a tout ça en tête. L'immigration, c'est pas un domaine de la loi. L'immigration, c'est un thème. Tout ce qui relève des questions économiques, on pourrait l'imaginer, sous réserve que ce soit constitutionnel. En revanche, tout ce qui relève du droit civil ou du droit pénal, non. En d'autres termes, l'accès à la nationalité, la double nationalité, la pénalisation d'entrée irrégulière sur le territoire, tout ça ne pourrait pas en faire partie. Donc vous auriez un référendum peut-être, mais avec des éléments qui seraient des éléments très résiduels par rapport au sujet migratoire. La fin de vie, vous ne pouvez pas. De même que tous les sujets sociaux, familiaux, vous ne pouvez pas non plus. Donc, qu'est-ce qui resterait? Peut-être des sujets sur les institutions. Moi, je serais ravi qu'on fasse un référendum sur le mode de scrutin, par exemple. Je ne suis pas sûr que ça intéresse énormément les Français, à tort, mais voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit très concernant, comme on dit. Et de l'autre côté... Tu parles de la proportionnelle. Voilà. Et de l'autre côté, des sujets qui peuvent être plus économiques. On aurait pu, par exemple, faire un référendum sur la réforme des retraites, mais imaginez bien que sous le regard de Bruxelles, des marchés, et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit tout à fait dans cette vision-là, c'est également un peu compliqué à envisager. Donc la question du thème, si on devait organiser quelque chose, se poserait avec assez de pertinence. Oui, c'est quand même... on voit la percée politicienne de je suis cornérisé, j'ai raté la dissolution, il ne me reste plus aucun autre outil dans tout ce que je peux faire en tant que président de la République, si ce n'est le référendum. Je vais lancer un peu cette idée, d'ailleurs sans prononcer le mot référendum, en disant faire trancher les Français, donc avec une formulation suffisamment flou pour que chacun entende ce qu'il veut entendre dans cette expression. Et c'est quand même fou quand on écoute Benjamin Morel de dire qu'en fait on pourrait faire un référendum mais on ne sait même pas sur quel sujet, et ce serait juste en fait pour que Emmanuel Macron trouve une façon de reprendre la main d'une façon ou d'une autre et qu'il soit à nouveau au milieu du game, alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. En plus on ne peut pas parler d'immigration alors que toute la droite demande que ça depuis des années, que en fait c'est même pas un référendum qui servirait à sortir d'une crise, puisque le vrai sujet qui à gauche bloque c'est les retraites, mais bien entendu Emmanuel Macron ne voudra pas se dédire sur les retraites, donc là non plus ça résoudrait rien. Donc on voit qu'il n'y a même pas de sujet à trancher, et en revanche on utilise l'outil parce qu'il existe et parce qu'en fait c'est la dernière carte qu'Emmanuel Macron n'a pas encore utilisée. Il a essoré tous les premiers ministres qu'il pouvait, ça c'était une de ses prérogatives. La dissolution c'était une de ses dernières prérogatives également, on a vu ce que ça a donné. Donc maintenant il se dit c'est la dernière carte qui me reste, je vais en parler au vœu, sachant qu'en plus il en a parlé en 2017, 2018, enfin il en a parlé de très nombreuses... À peu près tous les ans. Ouais, et il l'a jamais fait. Aussi parce qu'on sait que quand on pose une question, c'est un test de popularité, qu'en fonction de la question, il sait qu'il pourrait perdre. D'où d'ailleurs l'idée qu'on a entendue qu'il pourrait poser plusieurs questions. Alors, comme ça, si jamais il y a oui et non, c'est pas grave. Mais bon, on se dit c'est quand même dommage, c'est un peu foulé du pied l'outil, parce que en fait ça répond pas du tout à une crise politique avec une question qui va derrière, mais c'est pour se décornériser qu'il l'utiliserait. On se dit effectivement qu'il a proposé ça pour essayer de faire un pas envers les Français et peut-être se racheter le mot, je mets le mot entre guillemets, mais en tout cas se dire voilà, effectivement là je suis dans une impasse, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être une bonne idée d'aller chercher un peu de soutien ou en tout cas de participation du côté des citoyens. Mais en même temps, ce que dit son entourage en off les jours qui ont suivi, c'est on veut éviter le référendum plébiscitaire, ou en tout cas de faire une consultation plébiscitaire. Du coup, effectivement, quel est le but? Ce serait forcément une forme de plébiscite, un petit peu. A priori, oui. En tout cas, je ne crois pas qu'on fasse un référendum pour que la réponse n'aille pas dans son sens. Donc, oui. Maintenant, il faut trouver un sujet, effectivement, et c'est compliqué pour à la fois trouver un peu de soutien sans que ce soit non plus qui tout double, parce que si la réponse va pas dans le bon sens, qu'est-ce qu'on fait derrière, sachant qu'il a déjà dit qu'il ne voulait pas démissionner et qu'il resterait là. Oui, ça aussi, effectivement, on entend aussi, par exemple, le RN ou d'autres dire en revanche, si il veut aller vers la voie du référendum et qu'il est battu par rapport à la solution que lui, il aurait poussée, s'il va au bout du geste gaulliste ou qui va dans l'héritage de Gaulle, il doit démissionner s'il perd le référendum,
puisque c'est comme ça que ça a été pensé dans la Ve République. Enfin, je parle encore sous le contrôle d'un constitutionnaliste, mais le président de la République... Quelle l'ombre de Benjamin Borel. Il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit, mais j'ai l'habitude, on fait des émissions ensemble République Sénat, et je me suis habitué à ce stress. Mon pauvre vieux. C'est peut-être pour ça qu'ils se défendent de vouloir faire quelque chose de plébiscitaire, comme si on peut se désengager un petit peu en disant, quel que soit le résultat, en fait, j'engage pas trop ma personne, et donc, j'en tirerai pas les conséquences. Je sais pas. Mais ça va être très compliqué, parce que tout bêtement, que vont dire les oppositions ? Dès le moment où le mot référendum est vraiment prononcé, Jean-Luc Mélenchon va dire, et d'ailleurs il a déjà dit, écoutez, très bien, moi je veux bien jouer le jeu de la consultation, mais 1969, ça marche, et si ça marche pas, eh bien à ce moment-là, le président doit démissionner. C'est une façon de faire pression. La gauche aura du mal à pas vraiment lui emboîter le pas là-dessus, parce qu'on rentre évidemment dans une logique plébiscitaire. De l'autre côté, le RN n'aura guère le choix. Il devra également faire pression. Au centre, vous en avez qui ne cherchent qu'à envoyer des pots de banane aujourd'hui sous les pas de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, qui pourraient également faire entendre cette petite musique-là. Même si Emmanuel Macron nie le fait de pouvoir démissionner, il y aura cette pression. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une polarisation de la vie politique très forte. Quand De Gaulle fait ça en 62, eh bien, Pompidou tombe. Et derrière, que fait De Gaulle ? Il dissout et il renomme Pompidou. Mais là, il ne peut pas dissoudre Emmanuel Macron, en tout cas pas tout de suite, et renommer le même Premier ministre conduirait aux mêmes conséquences parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, cette majorité lui serait opposée. On n'aurait pas de Premier ministre et pas de budget. Si jamais vous lancez le pays en pleine crise sur une consultation référendaire, est-ce que le président peut encore tenir ? L'idée que le problème n'est pas au Parlement mais est à l'Élysée va être accréditée devant l'opinion, et là on franchit un cap supplémentaire dans la crise politique, rendant la démission du chef de l'État, si ce n'est probable, en tout cas faisant partie des coups que les oppositions voudront à tout prix jouer. Donc pour la pérennité d'Emmanuel Macron à l'Élysée, je pense sincèrement que ce coup-là, c'est un coup peut-être pour se remettre au centre du jeu, mais c'est un coup contre son camp. Je veux bien que le chat dise sur quel thème, eux, ils auraient vu un... Alors le chat ne s'exprime pas sur les thèmes, par contre le chat est à tout le moins dubitatif. Il y a Jeff par exemple, salut Jeff, qui nous dit c'est du pipeau. Depuis 2005, tous les politiques ont fermé le dossier consultation du peuple. Cosmic Lama est aussi très dubitatif. Il nous dit lors du dernier référendum, l'avis des Français n'a pas été respecté. On se souvient également des cahiers de doléances durant la crise des Gilets jaunes qui ont été mis dans un coin ou jetés à la poubelle. Et il y a Soupapus, salut Soupapus, qui dit on a que faire des cahiers de doléances ou une convention citoyenne. Oh wait. Bon, ils ont de bonnes raisons d'être un peu dubitatifs dans le chat. Oui, et puis... Il semble que oui. Et est-ce que... Barnier voulait les ressortir, les cahiers de doléances. Oui. Ouais. Je ne sais pas où ils sont, mais... Oui. Il n'aura pas eu le temps. Et est-ce que les gens ont envie de revoter ? Est-ce que là, on a envie de réorganiser une élection sur un sujet qui va mobiliser modérément et qui n'est pas nécessaire, peut-être ? Enfin, pas important, alors, pas Jeff primordial. dit Bastille, la fin de vie, ça pourrait être intéressant, mais donc c'est impossible. C'est pas possible, donc... Ouais. C'est ça, c'est que peut-être que les sujets les plus importants ou intéressants et qui mobiliseraient plus sont les sujets sur lesquels on ne peut pas effectivement... qu'on ne peut pas soumettre à référendum. Donc, est-ce que là, en plus, on mobiliserait les Français pour aller voter ? Oui. Et ça me rappelle une autre remarque. Emmanuel Macron, lorsqu'on lui dit que la dissolution était une mauvaise idée, ou en tout cas on lui fait la démonstration, et jusque ses voeux, il refusait de le reconnaître, il dit « Oui, mais moi j'ai voulu redonner la voix au peuple ». Alors qu'effectivement, il faut se rappeler qu'il annonce la dissolution le soir d'une élection. Et donc il y a toujours ce paradoxe, mais qu'on ne comprend pas, de se défendre, de vouloir absolument redonner la voix au peuple, ce qui est en soi un argument, mais à chaque fois à contre-temps et avec des argumentations bizarres du genre bah oui il fallait dissoudre pour redonner la voix au peuple, mais un soir d'élection, et là pareil, effectivement, refaire voter alors qu'on a voté il y a 6 mois, que ça n'a rien donné, qu'on sait qu'on va devoir revoter peut-être en septembre prochain, et entre-temps on va revoter pour on ne sait même pas quel texte. Enfin, effectivement, de vouloir à chaque fois redonner la voix au peuple, c'est un slogan qui s'est mis en tête, mais à chaque fois on se demande mais pourquoi c'est juste parce qu'en fait c'est la dernière carte qui lui reste à chaque fois. Yann dit Macron a tout décidé tout seul depuis le début, il n'a aucune crédibilité à dire qu'il fera des référendums, il l'a déjà dit précédemment, il ne l'a pas fait. Oui, il ne l'a pas fait, hein, et Quentin le disait bien, mais en fait, Gilets jaunes, grand débat, déjà réforme constitutionnelle de 2008, c'était à ce moment-là, et vont envisager. 2019, il dit qu'il élargit le champ du référendum. Ensuite, les rencontres de Saint-Denis, ça devait également mener à des référendums. C'est une forme d'antienne, et là, il ne prononce même pas le mot référendum, donc je crois qu'il faut être extrêmement, extrêmement prudent sur sa volonté de concrétiser les choses, parce que, encore une fois, ça serait source d'instabilité. Hein. Quand vous prenez les enquêtes aujourd'hui, les Français veulent surtout de la stabilité, bien plus que de voter
sur on ne sait pas trop quoi, in fine. Or là, vous risquez de vous retrouver au printemps avec pas de gouvernement, pas de budget. C'est un problème si on n'a pas de budget au printemps. D'un point de vue économique, c'est pas une bonne nouvelle. Et peut-être même des présidentielles anticipées, donc pas de budget avant le mois de septembre. Là, on rentre vraiment dans une situation de crise pour le secteur public et pour le secteur privé. Tout ça parce qu'on aura voté sur la culture des fraises et des framboises, parce qu'il fallait bien faire voter les Français. Donc voilà, ensuite, les thèmes seront... Ça rentre dans l'article 11 ? Je pense qu'il faut tenter le coup. Ensuite, les thèmes vont être fondamentalement déceptifs. Imaginez un référendum sur l'immigration. La gauche va dire, ce référendum, c'est l'héritage justement de Jean-Marie Le Pen, c'est le triomphe idéologique de l'extrême droite, etc. Votons non. Ils seront unanimes là-dessus. Vous solidifiez un camp contre vous, c'est malin. De l'autre côté, que fera le RN ? Il dira, non mais il n'y a rien dans votre texte. Nous, on veut un vrai texte sur l'immigration. Votre truc, c'est un ersatz. C'est un ersatz. Et donc, votez oui si vous voulez, mais sincèrement, autant faire tomber le président de la République. Vous voyez bien qu'on vous manipule, votez non. C'est extrêmement piégeux. Les sujets institutionnels, De Gaulle a essayé en 69. Faites un truc comme De Gaulle en 69 sur la réforme du Sénat et de la décentralisation. Bon courage déjà pour pas avoir de parallèle avec 69 et ensuite pas avoir un effet de au fond on comprend rien au thème du référendum, votons plutôt contre le chef de l'État. Les sujets économiques, sous le regard des marchés et de l'Europe au vu de la situation actuelle, c'est pas du tout une bonne idée. Si jamais vous avez un oui à votre abrogation de la réforme des retraites, allez ensuite dire au marché qu'il ne faut pas s'emballer. Si jamais vous avez un non à une réforme économique qui est une réforme d'économie, allez ensuite expliquer au marché qu'il ne faut pas s'emballer. Donc il n'y a pas de thème aujourd'hui structurant qui permettrait de faire un référendum. Que vous fassiez un référendum quand vous avez un vrai sujet, quand vous avez un sujet qui montre qu'on ait fait un référendum sur la réforme des retraites. C'était pas idiot à ce moment-là, parce que là, il y avait une vraie question, elle structurait la société, et le référendum, c'est un bon objet à ce moment-là. Vous faites trancher le peuple entre d'un côté ses représentants, des sondages qui ne sont pas d'accord, etc. Et là, la voix du peuple, Vox Populi, Vox Dei. Faire un référendum pour faire un référendum en période de crise, il n'y a pas pire idée, et probablement, est-ce qu'in fine, ça mènera beaucoup plus d'instabilité que de démocratie. Du coup, la proportionnelle, ça serait possible, ça, de faire un référendum sur la proportionnelle. Tu devances ce que j'allais dire. C'est Genius Poulpi. Salut Genius Poulpi qui nous fait remarquer, voilà, il fait, mais vu le blocage à l'Assemblée, la proportionnelle, est-ce que ce serait pas une porte de sortie pertinente ? En tout cas, ça pourrait être le seul sujet là qui émergerait peut-être à poser comme question aux Français et sur lesquels effectivement ils pourraient se sentir peut-être un peu impliqués ou en tout cas avec l'envie de faire évoluer les choses. Après, c'est pareil, quel proportionnel ? C'est pareil, on va peut-être pas se lancer dans ce débat-là, mais il existe, je sais pas, peut-être 20 formes de proportionnel, 50, voilà. Les gens qui sont pour, donc François Bayrou, Marine Le Pen, ne sont pas d'accord a priori sur la façon de la faire. Donc là, c'est pareil, quelle question, quel proportionnel, c'est compliqué. Et on pourrait se dire, puisque a priori, il peut en plus y avoir une majorité sur ce sujet-là à l'Assemblée, du coup, pourquoi passer par référendum ? C'est aussi l'argument d'une partie de l'opposition aujourd'hui qui dit Macron veut consulter les Français, certes, c'est bien, mais les Français, c'est nous aussi, et du coup, il veut contourner le Parlement. Voilà, donc sur un sujet comme ça, en plus, où la majorité pourrait être atteinte à l'Assemblée, pourquoi passer par référendum ? Enfin, bon. En tout cas, un référendum sur la proportionnelle ne permettrait pas de sortir de la crise actuelle, puisque de ce qu'on comprend, l'Assemblée nationale actuelle, elle ressemble à l'Assemblée nationale telle qu'elle pourrait être élue, avec la même explosion des groupes politiques que si on avait une assemblée élue à la proportionnelle. Alors, je vois Benjamin Morel qui fait comme ça de la tête. Mais moi, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que normalement, le scrutin majoritaire sert à fabriquer des majorités. Là, on voit qu'avec la décomposition politique actuelle, on a cet éclatement. Et je suis pas sûr que la proportionnelle aiderait à sortir de la crise à la clé, parce que on aurait ce même morcellement et incapacité à ces groupes politiques de s'entendre sur la politique à suivre une fois élus. C'est ce qu'on disait, il y a 50 formes de proportionnel. Alors le mode de scrutin majoritaire à deux tours, ça donne pas forcément des majorités. Ça donne des majorités quand il y a une forte bipolarisation de la vie politique. Actuellement, et c'est tout le problème qu'on a, vous faites une dissolution aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de majorité.
Et c'est le problème fondamentalement. Le mode de scrutin majoritaire à deux tours, c'est le mode de scrutin de la France du Second Empire jusqu'à aujourd'hui, à quelques exceptions près, notamment sous la 4ème République, mais il n'a jamais donné de majorité absolue avant 1962. Parce qu'en fait, c'est votre bipolarisation qui porte des majorités. Aujourd'hui, cette période-là semble derrière nous. Les proportionnels ensuite, ça dépend ce que l'on fait. Si vous mettez un seuil de représentation de 5%, déjà vous avez moitié moins de groupes à l'Assemblée nationale. Au Bundestag, seuil de représentation de 5%, il y a 6 groupes politiques, nous on en a 11. Donc on peut avoir des primes majoritaires, etc. Le mode de scrutin le plus déraisonnablement pas représentatif que je connaisse, s'il est proportionnel, il est français, c'est les élections municipales. Avec une proportionnelle à deux tours et ensuite une prime majoritaire de 50%. Donc tout dépend ce que l'on arrive à faire en réalité. Le problème fondamental, c'est que si vous faites un référendum sur la proportionnelle et que ce n'est pas un référendum aux conditions du Rassemblement national, que va dire le RN ? Il va dire non, en fait, ça, c'est pas la vraie proportionnelle. Là, le truc, c'est un truc qui est là pour avantager LR et les centristes. La gauche va dire la même chose. Non, cette proportionnelle-là, nous, on avait le numéro 24 dans les 50 formes. Ce truc-là, c'est en fait fondamentalement antidémocratique. Tout le monde trouvera une raison de dire c'est pas la vraie proportionnelle. Parce que entre des élections à la néerlandaise où vous avez des listes nationales où tout le monde est représenté à partir de 1% et les municipales en France, vous avez un delta extrêmement important et un mode qui avantage un parti n'avantage forcément pas l'autre parce que c'est pas un jeu à somme nulle. Et donc ce faisant, la proportionnelle rêvée de François Bayrou impliquera probablement un non du RN, de la gauche et peut-être des Français. Il y a Kyle qui nous a rejoint, Kyle qui est un habitué du talk. Salut Kyle, bonne année, meilleurs vœux. Bonjour, bonne année à tous et bonne année Ludo, nous dit Kyle. Salut Kyle. Qui dit, moi je veux un référendum pour une assemblée constituante. Ça n'est pas possible. Une assemblée constituante, c'est pas une modalité qui est une modalité prévue dans la Constitution, mais les constitutions prévoient assez rarement leur propre principe de subversion. Donc ça impliquerait soit de faire une révolution, soit de considérer que on réécrit totalement la Constitution et ensuite on fait une assemblée constituante, ce qui implique l'aval du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je parle sous le contrôle de Quentin. Je ne suis pas sûr que Gérard Larcher soit emballé par l'idée. C'est une bonne question. C'est anarchiste en puissance. Oui, et c'est une bonne question. Quand est-ce qu'on décroche... En réalité, une assemblée constituante, c'est quoi ? C'est une révision constitutionnelle, non ? Non, c'est une crise, surtout. C'est une guerre. Enfin, c'est ça qu'on se dit. C'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle constitution, c'est que... voilà, on avait une guerre, une révolution. Donc, une révolution, ça peut être aussi une guerre civile, du point de vue où on le prend. Mais c'est clairement LFI qui propose ça. Donc... on n'a pas le mode d'emploi exact, si ce n'est d'abandonner la 5e, mais effectivement, là, on va pas demain se dire tous en se regardant, allez, on exite la 5e et go la constituante, tenez, voilà, on tire au sort, machin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Morgane nous livre un très long commentaire que j'avais choisi initialement de ne pas livrer parce qu'il était vraiment trop long. Cela dit, je vais quand même lire ta remarque, Morgane, parce qu'il y a un... Voilà, Soupapus, qui est très prolixe aujourd'hui, il fait écho intelligemment, comme toujours. Morgane nous dit ceci, on parle beaucoup de fatigue démocratique ces derniers temps, je la ressens moi aussi, même si jusqu'ici, jusqu'à la nomination de Michel Barnier, j'ai toujours mis un point d'honneur à voter. Je suis dubitatif de savoir comment Emmanuel Macron compte remédier à cette fatigue, d'autant que j'ai bien l'impression qu'elle se couple à une fatigue envers lui. Les gens voudront-ils d'un remède à cette fatigue démocratique si Emmanuel Macron n'est pas dégagé avant ? Bon, la réponse à la question de Morgane nécessiterait probablement plusieurs thèses. Néanmoins, en écho à tout ça, il y a Soupapus qui évoquait tout à l'heure une musique qui revient un petit peu et dont il se fait l'écho, c'est celle du retour au septennat. Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, le septennat, je suis très dubitatif. En fait, il faut reprendre les débats de 2000. En 2000, pourquoi est-ce qu'on met en place le septennat ? Pourquoi est-ce qu'on met en place le quinquennat ? Donc, pour ceux qui nous rejoignent, pour bien saisir l'enjeu, c'est le septennat qu'on met en opposition à deux quinquennats en réalité. Septennat unique. Oui. Alors, le septennat, déjà tout court, si vous voulez, on avait déjà le président élu pour le plus long mandat de tout le monde occidental, avec les Italiens et juste devant le Mexique. La moyenne, c'est plutôt 4-5 ans. Donc, ça pose un problème. Et ça pose un problème démocratique, notamment parce que l'actualité s'accélère, etc., etc. C'est pas franco-français, c'est pas le fait du quinquennat. Sinon, le quinquennat serait responsable de la pagaille aux États-Unis ou en Italie, si vous voulez. Donc, non, c'est quelque chose de plus structurel. Ce qui a fait débat, et notamment au Sénat, le Sénat avait accepté à l'époque le quinquennat, mais il avait refusé la loi organique qui assurait le télescopage des calendriers. Le vrai problème,
c'est que vous avez un président élu et derrière des législatives qui ne sont en fait qu'une réplique de la présidentielle. C'est ça le vrai fait politique, c'est pas le temps du mandat. Le problème, c'est la concentration, l'hyperconcentration des pouvoirs dans les mains d'un président de la République en lien avec ce télescopage des élections. Le septennat unique ensuite, moi je trouve ça fondamentalement idiot, voire même dangereux. Soit vous avez un président qui est élu et vous jugez qu'il doit avoir du pouvoir, mais comme il ne peut pas se représenter, il ne tient absolument pas sa majorité. Ce qui est le cas actuellement, et ce qui est le cas de François Mitterrand finissant, etc., auquel cas je ne vois pas trop l'intérêt. Ou bien vous considérez que le président va avoir une influence, mais qu'est-ce qui fait la responsabilité d'un chef de l'État en exercice? C'est le fait de pouvoir se représenter. S'il ne peut pas se représenter, il n'a plus aucun enjeu, donc il n'est plus responsable de rien devant les Français, ce qui fait que potentiellement à ce moment-là, il peut faire des choses impopulaires, il peut appuyer sur tous les boutons qu'il veut, il n'y aura pas de sanction parce que pour faire démissionner un chef de l'État, il est plus facile aujourd'hui de modifier la Constitution pour supprimer la fonction de président de la République que de destituer un chef d'État en fonction. Donc vous faites un individu hyper puissant qui peut déclencher l'article 16, qui peut faire ce qu'il veut et qui n'est responsable d'absolument plus rien devant personne. C'est fondamentalement dangereux, donc je crois que là on est dans l'archétype quand même de la mauvaise idée. C'est un peu le cas d'Emmanuel Macron actuellement. Oui, sauf qu'il n'a pas de majorité, que donc il est fondamentalement aujourd'hui affaibli. Quentin, tu voulais les tickets ? Oui, non, je suis d'accord. Enfin, c'était un raisonnement très intéressant. J'avoue que je me questionne pas très souvent sur cette problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement... Il n'y a que moi qui ai entendu cette petite musique du septennat. Là, je lis le commentaire de Soupapus, mais j'avais déjà lu ce... Oui, mais c'est juste que je vois pas en quoi ça très concrètement, par exemple, là, dans l'équation politique dans laquelle on est, qu'est-ce que le fait que Emmanuel Macron a été élu pour 7 ans, réchangé, je vois pas... Ce qui serait pas en campagne permanente, parce que ça serait 7 ans plutôt que 10 ans. Oui, mais regardez, justement, là, il peut plus se représenter. Et pourtant, il trouve le moyen de mettre le bazar dans sa propre majorité. Quand on regarde l'année 2024, il avait un Premier ministre, il avait Elisabeth Borne, qui l'a fait sauter, on ne sait même pas très bien pourquoi. Enfin, il l'a remplacé par Gabriel Attal. On n'aura jamais vraiment eu l'explication. Je veux dire, il n'y a rien dans les textes ou dans le blocage de l'époque qui demandait qu'on ait Gabriel Attal à ce moment-là. Et il dissout, là non plus, on ne sait pas pourquoi. Et en disant, le Parlement était devenu trop instable, on allait avoir la censure sur le budget, et on se rend compte que, 6 mois plus tard, c'est encore pire. Donc son explication, elle est pas bonne. Et pourtant, il peut pas se représenter, donc il est dans la position de ce président qui serait dans un septennat non renouvelable et qui aurait juste à se concentrer sur son pouvoir et à bien faire les choses. Et pourtant, ça n'empêche pas de faire des erreurs parce que il veut rester au cœur du jeu politique. Il supporte pas la concurrence venue de son propre camp. On en avait déjà parlé dans cette émission. Hein. On a eu le sentiment qu'il voulait couper l'herbe sous le pied de Gabriel Attal lorsque celui-ci a commencé à prendre un peu trop de la lumière. Donc voilà, on voit que même quand on a un président qui peut pas se représenter, ça l'empêche pas de se tromper dans l'utilisation de ses pouvoirs. Donc, je vois pas en quoi ça sortirait le pays de la crise. Voilà. J'ai l'impression que je vais ajouter des trucs qui ont déjà été dits, mais effectivement, le septennat, est-ce qu'il résoudrait la crise et le fait qu'aujourd'hui, juste les partis sont morcelés et qu'il n'y a plus de majorité, on l'a dit, même avec une proportionnelle de nouvelles élections, on n'arriverait pas à trouver de majorité et donc le président serait dans la même position que celle dans laquelle il est aujourd'hui. Donc on range le septennat dans son poussiéreux tiroir, hop, on n'en parle plus. Sakuralina nous dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être décaler le calendrier des élections ? Oui, ça c'est effectivement ce qui était très intéressant dans ton raisonnement, c'est effectivement les élections législatives qui dépendent de l'élection présidentielle, c'est ce qui démonétise le Parlement et effectivement c'est problématique, ça je suis d'accord pour le dire. Ça me fait juste sourire parce qu'il me semble que ça avait été un débat justement tranché par un référendum à l'époque, le quinquennat, et que du coup c'était quelque chose qui était plébiscité et qu'aujourd'hui effectivement on pourrait... Oui, mais en tout cas les 5 ans après, effectivement, mais voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de changer le calendrier des élections ? Si c'est ça le point de blocage. Il a déjà un des points de blocage. Là, il a déjà changé. Oui, du coup, de facto, il a changé. La dissolution a changé. Ensuite, on pourrait imaginer, prenez par exemple la Constitution portugaise. Les Portugais ont fait exactement l'inverse de nous. Dans la Constitution portugaise, vous avez l'interdiction d'organiser des élections législatives moins de 3 mois, je crois, après une élection présidentielle. Aussi, ils élisent leur président au suffrage universel direct. Et donc, ce faisant, il ne peut pas y avoir de télescopage. Parce qu'en fait, on dit beaucoup, les Français veulent donner une majorité au président de la République. Ce n'est pas ce qui se passe, en fait. On a instauré et installé quelque chose qu'on avait connu dans les dissolutions post-présidentielles ou après le référendum de 62. Après une élection présidentielle, l'électorat de l'opposition est groggy.
il est malheureux, pense qu'il a déjà perdu, donc il ne va pas voter. Prenez les candidats macronistes en 2017. Macron obtient 60% des députés, mais c'est 34% des votants, 17% des inscrits. Et donc, par ce jeu de participation différentielle, parce que l'électorat d'opposition décide de ne pas aller voter parce qu'il est déprimé, eh bien, vous avez des vagues majoritaires. Mais vous n'asseyez pas forcément une plus forte légitimité. Parce qu'in fine, il n'y a que moins de 2 Français sur 10 qui ont soutenu vos députés au premier tour, ce qui vous donne une assise politique a priori gigantesque à l'Assemblée, mais dans l'opinion très faible. Puis nous on est dit, mais sinon, on se rend compte que l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est une anomalie. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à son ancien mode de désignation? Si ça fait sourire, parce que ça aussi, c'est les débats. Dans le chat, et on essaie toutes les options. On a déjà beaucoup parlé. Oui, originellement. D'ailleurs, aux États-Unis, on oublie, mais c'est les grands électeurs qui élisent le président de la République, et on trouve ça anormal aussi. Enfin, je veux dire, quand on regarde l'élection, en plus avec des systèmes où les États winner takes all, donc tous les grands électeurs basculent dans le camp des démocrates ou républicains en fonction d'une majorité à l'échelle d'un État. On se demande, mais comment ça peut être démocratique? Je me mets à la place de l'électeur d'un État républicain où tous les grands électeurs... Enfin bref. Ça non plus, ça ne convient pas. Et la légitimité du président de la République est quand même renforcée par le suffrage universel direct. Donc, pas forcément une bonne idée non plus. Non, je suis assez... Enfin, peut-être, si vous voulez, mais prenez d'autres pays européens, le Portugal, l'Autriche, la Finlande, on élit le président au suffrage universel direct. Mais il n'y a pas de télescopage des calendriers et la proportionnelle. Tant et si bien qu'un président qui dirait « si vous m'élisez moi, vous verrez ce que vous verrez, eh bien, je ferai une réforme des retraites, une loi sur l'immigration ou une loi sur la collecte des fraises », eh bien, tous les Portugais, tous les Autrichiens, tous les Finlandais lui riraient au nez, parce qu'en fait, il n'aura pas de majorité pour le faire. Donc, dans ces pays-là, vous élisez un arbitre au-dessus des partis, quelqu'un qui va incarner une forme d'unité nationale, mais absolument pas un chef officieux du gouvernement, absolument pas un nouveau Bonaparte. C'est vraiment non seulement cette élection, mais le télescopage avec les élections législatives et le mode de scrutin qui fait l'hyper-présidentialisme. Parce qu'en droit, le président de la 5e, il n'est pas si fort. Il n'a pas le pouvoir de proposer des lois. Yann pardon, dit, est-ce que le problème, justement, c'est pas aussi l'hyper-présidentialisation? Ça vient d'un fait politique. Ça vient d'un fait politique, pas d'un fait juridique. Qui avait le pouvoir de proposer des lois sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la 5e, c'est le Premier ministre. Qui disposait du pouvoir réglementaire sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la 5e, c'est le Premier ministre. En droit, à part des pouvoirs d'exception qu'on ne déclenche pas tous les 4 matins, comme la dissolution, l'article 16, eh bien, le président de la 5e République, il est en fait plus faible que celui de la 3e. Ce qui fait sa force, c'est qu'il dispose d'une majorité et que cette majorité est aux ordres. Vous supprimez la majorité, vous avez un président qui n'a pas beaucoup plus de pouvoir que ses homologues italiens, allemands ou autres. Chers amis, vas-y, je t'en prie, Justine. C'était pour dire que certains ont pu réfléchir ou se prononcer pour des changements de modalité, et je pense à François Bayrou notamment, qui avait dit qu'on pouvait peut-être revenir sur le fait d'avoir seulement 2 candidats au 2e tour, et qu'on pouvait ouvrir et en mettre 3, 4, je ne sais pas, effectivement, selon un certain pourcentage, un certain nombre de voix atteints au premier tour, et que les Français pourraient se prononcer au second tour, non plus sur seulement 2 candidats, mais plusieurs. Est-ce que ça pourrait résoudre une partie du problème? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il peut peut-être y avoir des choses sinon à faire là-dessus. Ça pourrait. J'avoue que j'avais jamais réfléchi, mais c'est pour sortir de la logique du premier tour où chacun y va pour faire une candidature escomptée, et ensuite au second tour où il y a les systèmes de ralliement automatique d'un camp sur un candidat. C'est de sortir de cette automaticité-là, de ce raisonnement. C'est à réfléchir. Ouais. Le danger, c'est que vous aurez un président de la République élu avec 30% des Français derrière lui. Et donc avec 70% qui d'entrée diront « moi j'ai pas voté pour lui ». La force du second tour à 2, c'est que vous avez 50% des votants qui votent pour l'un ou pour l'autre. Et d'ailleurs, c'est le fait qu'il atteigne 50% des votants et pas qu'il soit devant l'autre qui fait qu'il est élu. D'où les débats qu'on a sur le vote blanc. Si vous acceptez le vote blanc, ça veut dire qu'un président qui a fait moins de 50% des voix, à ce moment-là, ne serait pas élu, qu'il faudrait refaire des élections. Donc, ça veut dire qu'on accroîtrait encore un peu plus l'illégitimité de la fonction présidentielle et qu'on pourrait avoir des présidents élus avec 20-30% des votants, ce qui ferait que leur capital politique serait d'emblée extrêmement grévé.
Chers amis, il nous reste moins de 10 minutes pour parler de budget. Est-ce que vous avez envie de parler de budget? Me dites pas non, donc dites-moi oui, on a très envie de parler On a de intérêt à budget. être motivé parce que Puisque justement, à Bercy, manger. les consultations se poursuivent pour essayer de trouver un budget 2025 de compromis. Les ministres de l'économie et des comptes publics recevaient notamment cet après-midi les communistes autour de Fabien Roussel, mais aussi les écologistes avec Marine Tondelier qui n'exclut pas une censure dès la semaine prochaine, donc après la déclaration de politique générale de François Bayrou. Bon, le gouvernement va pas tomber la semaine prochaine. Bah, qui sait? Si, c'est possible. Hein. La LFI a déjà annoncé déposer une motion de censure juste après la déclaration de politique générale qui est donc mardi à l'Assemblée nationale, mercredi au Sénat. La question c'est est-ce que les socialistes vont la voter immédiatement? Visiblement non, puisqu'effectivement on est donc en cours de négociation sur le budget qui reprend mercredi après donc cette DPG, déclaration de politique générale. Donc l'examen du budget reprend au Sénat. On s'était arrêté en mois de décembre. On reprend là où on s'était arrêté. Et même chose ensuite pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc on a intérêt à être motivé pour suivre le budget, parce que là, on va en remanger. Normalement, c'est l'automne, et après, en janvier, on passe à autre chose. Là, on voit que c'est les prolongations. Nous, à Public Sénat, normalement, on a fini au moment des fêtes, et après, on peut un peu respirer. Là, on doit se replonger dans les budgets, et même, on va recommencer, puisqu'on va reprendre au début certains éléments, et on va voir ce que rajoute maintenant Bayrou. On va le savoir mardi. Donc là, maintenant, toute la question, c'est de savoir si les socialistes cherchent un compromis, un accord de non-censure pour ne pas censurer immédiatement, obtenir certaines choses dans le budget, que ce soit pour l'hôpital public, pour les profs, pour des choses très concrètes, la taxation de certaines rentes. Et en échange, ils ne censurent pas immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne censureront pas très rapidement ensuite après. Mais là, ce seraient des socialistes, communistes, écologistes qui seraient un petit peu dans l'hésitation, dans la négociation avec Bayrou et avec le ministère de l'économie et des finances pour voir ce qu'ils pourraient accepter pour ne pas censurer immédiatement. À TF1 aussi, on a prévu beaucoup d'eau et beaucoup de provisions. Oui, sur est-ce que le gouvernement va tomber la semaine prochaine, je ne me prononcerai pas forcément, même si tout peut arriver, effectivement. J'ai l'impression que le point de négociation, là, c'est les retraites et que ça vise d'abord les socialistes. J'ai l'impression que les écologistes et les communistes, on s'en fout un peu, enfin, je dis ça comme ça, mais voilà. Et que c'est peut-être ce qui change par rapport à la dernière fois, c'est que là, on tend plutôt la main au Parti socialiste qu'au Rassemblement national. Et que tout va se jouer là-dessus. Le ministre de l'économie a quand même eu l'air de faire un vrai geste, je sais pas, en tout cas qui avait l'air de satisfaire à peu près le PS. Et voilà, mais on n'a pas compris, est-ce que c'est dans le budget qu'ils vont toucher aux retraites, ou est-ce que c'est revenir sur la loi de 2023 mais avec un autre texte plus tard, parce qu'ils ont aussi lancé une concertation sur 8-9 mois avec les partenaires sociaux, mais donc du coup qui irait plus tard que le budget qu'il faut voter maintenant au printemps. Ça là-dessus c'est pas clair, donc ça on espère que Bayrou va éclaircir ça mardi. Et même si on touche aux retraites, visiblement, Éric Lombard, le ministre de l'économie, a dit qu'il ne faut pas que le total à encaisser à la fin de l'année soit plus lourd. Donc ça veut dire pas revenir sur l'âge de départ, sauf à toucher à d'autres des facteurs, que ce soit les pensions ou la durée de cotisation, etc. Il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer, mais on se demande si ça va être immédiatement, enfin on ne peut pas trouver un accord aussi lourd en 15 jours, un mois, qui est pourtant ce qu'on doit faire pour le budget. Ouais, il faut regarder ça d'un point de vue, d'un œil très politique, je pense. Tout le monde est en pré-campagne pour une potentielle dissolution. Elle n'aura peut-être pas lieu, mais étant donné que la dernière fois, elle ne devait pas avoir lieu non plus, tout le monde aujourd'hui se dit que d'ici le mois de juillet ou le mois de septembre, il peut y avoir un retour aux urnes. Quel est le problème du RN? Le problème du RN, c'est que si jamais ces électeurs, pas les électeurs qu'il vise, pas le centre-droit, etc., ces électeurs qu'il a maintenant, les électeurs qui l'ont permis d'avoir 120 députés, si ces électeurs disent « ce parti est décevant, ce parti est composé de gens qui collaborent avec le système et qui décide de faire passer des budgets d'austérité, eh bien le RN tombe de 120 à 50 députés. Marine Le Pen ne peut pas se le permettre. Elle est dans une dynamique pour 2027. Donc si jamais son électorat demande au RN de censurer, il lui a demandé en décembre, il a censuré. Si jamais il lui demande en février-mars, il censurera également. Or, quand on regarde les enquêtes aujourd'hui, l'électorat RN, il veut encore la censure.
Et a priori, la France Insoumise va agiter quelques éléments en disant « Regardez, le budget est antisocial, le RN dit qu'il vous protège, c'est pas vrai », ce qui devrait entraîner une pression accrue sur le RN. Ce pourquoi Marine Le Pen, même s'il peut y avoir de bons rapports avec François Bayrou, ne peut pas être un soutien fiable. Parce qu'elle suit ses électeurs et ses électeurs sont en colère. Ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement, c'est justement pour l'instant, il écarte exactement. Mais il l'écarte pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il considère que le RN est immaîtrisable, ça peut être un atout, mais il faut se tourner vers d'autres partenaires parce que il est imprévisible. Et le partenaire socialiste, lui, il a d'autres problématiques. Si jamais il y a une dissolution, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des jolies affiches dans toutes les circos socialistes signées La France Insoumise, où il y aura marqué Bruno Retailleau, c'est la faute du PS, Gérald Darmanin, c'est la faute du PS, le budget d'austérité, c'est la faute du PS. Il faut donner aux socialistes des arguments pour contrer ça. Le seul argument, et ce n'est pas une question uniquement technique, c'est une question extrêmement symbolique, ça peut être que les retraites. Si jamais les socialistes arrivent en circonscription en disant « Écoutez, les insoumis, ils commencent à nous casser les pieds avec leur vision révolutionnaire, nous, on est revenu sur la réforme des retraites, on a réussi à obtenir la peau des 64 ans et donc nous sommes utiles », ils peuvent tenir de la dragée haute aux insoumis. Mais il faut un vrai symbole. Vous comprenez bien que ce vrai symbole, il peut coûter de l'argent, difficile d'arriver à le financer autrement, et puis surtout, c'est un symbole inverse. Pour Emmanuel Macron, pour Gabriel Attal, pour la droite, il y a un autre fétiche auquel il ne faut pas toucher, et ça va être toute la difficulté de François Bayrou et de son ministre de l'économie, maintenir la paix dans le socle commun, tout en faisant des concessions extrêmement symboliques aux socialistes pour leur permettre, en cas de dissolution, de sauver leur peau. C'est pour ça que Emmanuel Macron avait, dans un temps récemment, dit qu'il ne voulait plus d'élections pendant 30 mois. Pour dire aussi aux socialistes, vous n'êtes plus en campagne, si vous lâchez du lest et qu'on arrive à toper sur certaines choses du budget, on pourra avancer pendant 30 mois. En disant, comme ça, vous n'aurez pas à retourner aux urnes et vous pouvez vous éloigner de votre allié qui encombrant LFI et rentrer dans le giron de ces pays, de ces partis de gouvernement. Sauf que les socialistes n'ont pas du tout oublié les mobilisations de l'année dernière et que c'était leur électorat qui était aussi dans la rue. Ils sont assez unanimes pour dire qu'ils en ont ras-le-bol de se faire siffler lorsque justement ils vont dans ces mobilisations parce que vendus au capital, etc. Donc ils ont en ce moment vraiment visiblement envie de se racheter auprès de leur électorat de gauche, et donc ils ont l'air d'être extrêmement arc-boutés sur les retraites, et effectivement c'est pour ça que c'est un point d'achoppement central, et effectivement derrière la Macronie qui ne veut pas lâcher, c'est une des seules réformes qu'elle a réussi à faire au cours des précédentes années, donc du coup c'est pour ça qu'effectivement Bayrou, comme Barnier d'ailleurs juste avant, est dans une situation insoluble. J'ai l'impression qu'il lâche quand même un petit peu et qu'on sent des petites inflexions ces derniers jours sur les retraites. Et que notamment François Bayrou est un petit peu moins catégorique là-dessus. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, mais voilà, et on sait que ça peut être aussi revoir le système plus profondément, effectivement, changer la répartition pour passer d'un régime à points, ce que voulait Bayrou à l'époque. Bon, c'est des choses qui sont plus compliquées, mais on réentend cette petite musique en ce moment, ce qui, moi, me fait dire que c'est là que ça va se jouer et que c'est possible, peut-être, d'y arriver. 17h59, passé de 2 secondes, chers amis, c'est presque déjà l'heure de nous quitter. C'est néanmoins l'heure du mot de la fin ou le mot de la suite. Le mot de la suite ou de la fin, Justine Faure? Eh bien, écoutez, une année 2025 encore très politique, je pense. Et parlementaire. Effectivement, on est aux premières loges. Moi, je suis en train de travailler sur un documentaire pour Public Sénat et ça s'annonce. On est en train déjà de finir le documentaire de ce qui s'est passé l'année dernière. On voit qu'il y a déjà de nouveaux épisodes qui arrivent. On n'a même pas le temps de finir le montage. Donc, effectivement, ça va être une année très politique, très tendue et où je pense qu'on va continuer à mesurer l'erreur qu'a été la dissolution l'année dernière. Benjamin Morel, le mot de la fin, le mot de la suite. Depuis quelques années, les Français apprennent le droit constitutionnel grâce à l'actualité. Donc les profs de droit constitutionnel sont très très heureux. Je pense qu'ils vont apprendre cette année de nouveaux articles. Superstar. On les a jamais vus autant sur les plateaux. En tout cas, 17h59, passé de 55 secondes. Merci, chers amis, de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés au studio 3F74 pour causer droit constitutionnel, politique, actualité, Bayrou, Macron et consorts. Je vous remets entre les mains de Camille, qui devrait vous permettre de retrouver la pluie glacée du mois de janvier. Nous quittons, chers amis, le palais de l'Élysée. Ah non, pardon. Alors, il y a Pinoufou qui nous disait quoi ?
Idée de référendum pour ou contre un nouvel habillage pour le talk. Cher Pignoufou, le nouvel habillage, c'est pour quasiment la semaine prochaine. 18h passées de 23 secondes. On quitte le palais de l'Élysée, les ors de l'hôtel de Matignon, et on file sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle pour sauter dans un avion bas carbone certainement qui nous emmènera à Washington, où Donald Trump sera investi le 20 janvier président des États-Unis d'Amérique, avec, flanqué à ses côtés, la figure peu commune du milliardaire Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, propriétaire de X, ex-Twitter, Tesla et SpaceX. Elon Musk qui rejoindra l'administration de Donald Trump et qui s'en est pris récemment sur X, ex-Twitter, à de nombreux dirigeants européens, tels le social-démocrate allemand Olaf Scholz, aux prises des législatives partielles délicates, ainsi qu'au travailliste britannique Keir Starmer, qui a même soutenu le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, le tout laissant planer des menaces d'ingérence dans les démocraties européennes, lesquelles tentent de ménager la chèvre et le chou, sans trop savoir comment s'y prendre avec cet interlocuteur imprévisible, pas vraiment légitime, mais à tout le moins puissant et potentiellement nuisible. Bonsoir Marjorie Paillon. Il est 18h à France Info, on dit bonsoir. Hello Ludovic. Bienvenue, tu es journaliste politique indépendant, spécialiste des États-Unis. Absolument, et de la tech aussi, ce qui fait que du coup mes deux passions se réunissent en une, peut-être pour les 4 prochaines années. Eh ben, ça va nous occuper au moins la prochaine heure, tu es à la bonne place. Cher Olivier Lascar, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année Ludo, bonne année à tout le monde, très heureux de vous retrouver. Ben oui, enfin, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Olivier Lascar, rédacteur en chef à Science et Avenir. Tu as commis notamment, tu as commis d'autres livres, mais pour l'heure qui va nous intéresser, notamment Elon Musk, l'homme qui défie la science, paru chez Alizio. Et à tes côtés, Michael Finnegan. Bonsoir Michael. Bonsoir. Tu es journaliste indépendant. J'ai dit bonjour, bonsoir. Tu es journaliste indépendant et tu es ancien grand reporter au Los Angeles Times. Oui. Chers amis, donc on a 1 heure pour parler d'Elon Musk, mais on va pas parler que d'Elon Musk, on va parler certainement un petit peu de Meta, beaucoup de Trump, on va aussi parler peut-être un petit peu d'Europe. Elon Musk qui à tout le moins inquiète, il saisit jusqu'au plus haut niveau, et notamment celui du président de la République Emmanuel Macron. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Qui aurait pu imaginer, prévoir, comme dit le président de la République, cette nouvelle place dans le monde d'Elon Musk ? Est-ce qu'on aurait pu la pressentir ? Est-ce que c'était dans son ADN ? Vous avez 3 heures. En l'occurrence, l'épiphanie d'Emmanuel Macron est intéressante, surtout qu'elle arrive au moment de cette conférence des ambassadrices et des ambassadeurs qui ouvre traditionnellement l'année diplomatique, en tout cas pour la France. Maintenant, peut-être ne se souvient-il pas qu'il a rencontré à sa propre demande 4 fois, en tout cas officiellement à son agenda, Elon Musk, au cours de ces dernières années, notamment pour lui parler de régulation, pour lui parler de liberté d'expression, pour lui parler d'intelligence artificielle, mais aussi pour lui parler de l'installation, surtout en 2023, d'une nouvelle usine Tesla, d'une gigafactory Tesla en Europe, 2e s'il en était, et s'il en est peut-être, s'il la souhaite finalement l'installer, puisque la première usine Tesla qu'Elon Musk a installée en Europe, elle est à Berlin aujourd'hui, et que tous les pays membres de l'Union européenne font littéralement une opération séduction auprès d'Elon Musk et de ses équipes pour qu'ils viennent installer cette nouvelle usine Tesla au sein de leur propre territoire. Donc c'est intéressant qu'Emmanuel Macron ait, et c'est normal que les dirigeants européens se posent des questions aujourd'hui sur la figure d'un patron de la tech, fût-il Elon Musk, parce qu'on va le voir, j'imagine aussi avec Michael, avec Olivier, il n'y a pas qu'Elon Musk en l'occurrence en ce moment dans la vallée qui trouve que finalement le Parti républicain est peut-être plus sympathique en ce moment que le Parti démocrate, mais c'est assez intéressant de voir qu'Emmanuel Macron oublie les entretiens qu'il a pu avoir précédemment avec Elon Musk sur des raisons beaucoup plus business que des raisons politiques. Et puis, je rappelle juste qu'Elon Musk était en France il n'y a pas si longtemps, c'était en décembre pour l'inauguration de Notre-Dame. Olivier. Alors le qui aurait cru, c'est dangereux dans la bouche d'Emmanuel Macron parce qu'il avait déjà utilisé cette formule à propos du réchauffement climatique. Il y a peu de temps, Qui aurait cru que plus 1,5, peut-être plus 4, etc. Donc tout le monde lui était tombé dessus à bras raccourcis. Et là, effectivement, c'est un petit peu un remake. Parce que le management à la dure d'Elon Musk qui s'est déployé dans toutes ces entreprises était un signe avant-coureur de la façon dont il se comporte aujourd'hui dans la sphère politique. Ça a surgi dans l'agora mondiale avec Twitter. Et effectivement, il y a l'épisode du rachat de Twitter qui est déterminant
et qui a exposé aux yeux du monde la personnalité d'Elon Musk avec ce licenciement de 80% des salariés de Twitter. Mais cette façon de faire, elle existait avant, peut-être à plus bas bruit parce qu'on parle moins volontiers. Alors on en parle beaucoup depuis que Musk est à la une des médias, mais traditionnellement on parle quand même moins de fusées, on parle moins de neurosciences, on parle moins de voitures électriques. Mais dans toutes ces boîtes, il a agi de cette façon-là, à la dure, hein, à la Cosaque. Donc non, c'est pas très étonnant. Michael ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Macron et pour tous les chefs d'État d'Europe, ça va être un petit peu comme la dernière fois où Trump il va chambouler un peu tout, n'importe quoi, et on ne sait jamais ce qu'il va faire demain. Mais cette fois-ci, en plus, il a l'homme le plus riche du monde juste à côté de lui, qui fait la même chose, qui est le même genre de personnage, qui a aussi énormément de pouvoir. Et ça va étonner les gens, c'est certain. Et c'est pas évident non plus que ça continue comme ça a été les premières semaines en bon copain. Pour l'instant, c'est comme ça. Une fois que Trump s'installe à la Maison-Blanche, ça restera pas forcément exactement comme ça. On va probablement ouvrir ce tiroir-là, dans un instant. Marjorie ? Oui, Michael a évoqué cette bromance à laquelle on a tous assisté. On peut en parler maintenant si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que ça va devenir, naissance de ce roman d'amitié entre Elon Musk si joli et roman, Donald quand Trump, même. en plein cœur de la campagne, ce qui nous a beaucoup étonné quand même pour nous qui suivons des campagnes américaines et présidentielles, s'il en est depuis quand même un certain nombre d'années. C'est vrai que voir finalement ce couple politique et business monté au fur et à mesure de la campagne de Donald Trump a été assez étonnant, assez intéressant, parce que traditionnellement, même si la Silicon Valley n'est pas si pleine et entière que ça, pour en partie, elle est plutôt traditionnellement démocrate. Maintenant, il y a eu aussi des années où les industries qui n'étaient pas forcément encore tout à fait numériques, mais déjà très tech, s'intéressaient quand même pas mal aux républicains. Ça a été le cas autour de Ronald Reagan, par exemple, qui avait été gouverneur de Californie en son temps, et les industries qui formaient celles de l'informatique de l'époque pouvaient être Reagan compatibles. Mais entre-temps, la vallée a quand même switché très démocrate par rapport à son versant républicain. C'est en train de changer drastiquement aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette bromance, encore une fois, on se dit que peut-être qu'elle va prendre fin le jour où les deux égos se cannibaliseront dans la même pièce. Et puis surtout, ça nous rappelle que pour l'instant, en tout cas, au jour où on se parle, parce qu'en ce moment, il faut être très prudent, la vérité du jour est peut-être pas celle du lendemain, surtout dans le monde de Donald Trump et d'Elon Musk. Il y a quand même un point cardinal qui reste à peu près vrai sur nos GPS là pour essayer de décrypter cette situation-là, c'est que pour Trump et pour Musk, la diplomatie, la politique, c'est des business comme les autres. Et donc, il faut toujours se rappeler que ces deux hommes-là sont avant tout, ce qui les réunit, c'est le fait d'être des transactionnalistes, c'est le fait de faire des deals comme on fait des coups politiques, et de vouloir plutôt, c'est pas des isolationnistes en l'occurrence, c'est moins des multilatéralistes, mais ils veulent aller négocier, et surtout ce qu'ils aiment, c'est négocier en personne. Et avoir vraiment celui ou celle avec laquelle on va négocier en face, et pouvoir justement, quand il faut, tordre le bras pour pouvoir peut-être, qui peut le plus, peut le moins, obtenir ce qu'ils veulent réellement. Oui, et même s'il y a certaines raisons pour une rupture éventuelle, surtout que Musk, il attire beaucoup d'attention, et pour Trump, c'est normalement, comment on dit, un cirque, c'est pas un cirque à 3 anneaux, c'est un anneau. Alors ça, il va y avoir de la tension là-dessus, mais tous les deux hommes sont quand même très doués dans le pouvoir et l'argent. Et tous les deux, ils ont intérêt que ça marche avec l'autre. Donc, on va voir. Olivier ? Oui, ils ont intérêt que ça marche. Musk a intérêt que ça marche, parce qu'il me semble que si Musk s'est rallié à Trump, c'est pour des raisons d'abord extrêmement pragmatiques. C'est qu'il a estimé que Donald Trump était celui qui allait lui permettre à lui, Elon Musk, d'aller le plus loin dans ses aventures entrepreneuriales.
au premier chef la conquête de Mars. Et d'ailleurs, Trump a repris à son compte l'objectif martien. Elon Musk, c'est pas quelqu'un qui a une idéologie très organisée. Il a fait beaucoup de cabotage politique. On l'a vu aux côtés des démocrates, du temps d'Obama. Il a dit avoir voté pour Hillary Clinton. Il me semble qu'il y a une certaine faute de la part des démocrates sous l'administration Biden dans leur gestion du phénomène Musk, parce qu'ils l'ont en quelque sorte invisibilisé et méprisé. C'était assez tangible quand il y avait des salons de l'auto et que Biden allait voir les grands acteurs historiques de l'automobile, General Motors, Chevrolet, etc., qui passent à l'électrique. Et il n'y avait jamais un mot pour Tesla. Et ça, Musk, ça l'a fait bouillir et il a voulu se venger. Il y a aussi des bonnes raisons pour lesquelles Biden, sans doute, a un peu ostracisé le modèle Musk, un modèle sans ouvriers syndiqués, toujours ce management à la dure. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait d'aller vers les républicains, c'était pas par goût des républicains, mais c'était par détestation, non pas des démocrates, mais de l'administration Biden. Alors après, il s'est construit quelque chose, effectivement, d'électrique autour du personnage de Trump, alors qu'au début, Musk ne voulait pas entendre parler de Trump. Il a eu des noms d'oiseaux pour Trump, le traitant d'arnaqueur, etc. Il a commencé la campagne des Républicains en soutenant DeSantis, le gouverneur de la Floride. Et puis ça s'est mal passé, etc. Et c'est vraiment au lendemain de la tentative d'assassinat qu'il a été, Musk, galvanisé par la réaction de Trump et cette image où c'était Gladiator 2 avant Gladiator 2, avec le poing en l'air, etc. Mais tout ça fait un alliage qui est profondément instable parce qu'ils ont les égos qu'ils ont et on voit déjà par petites touches que je ne sais pas si ça commence à fissurer, mais en tout cas, les démocrates versent du sel sur les plaies, Ils y vont à fond de ce côté-là. Le président Musk et compagnie. Alors évidemment, Trump, ça le fait réagir. Encore une fois, c'est une question d'ego, pour pas dire autre chose. Mais on est sur Twitch, donc je vais quand même rester. Passer ce mot sous silence, quoique bon, on a compris quand même la formule, mais c'est vraiment ça en l'occurrence. Il y a on est un peu plus libre que sur l'antenne de France Info, la radio. C'est vrai, ça fait plaisir. Certaines limites, c'est du service public. C'est beau. Non, mais il y a quand même beaucoup de ça. Il y a cette idée de se dire que finalement, cet attelage auquel on est en train d'assister, ce mariage de circonstances, va, en tout cas, dans les prémices de cette investiture, dans un petit peu moins de 12 jours, désormais, Donald Trump sera investi 47e président des États-Unis. Ce ne sera pas Elon Musk qui sera investi vice-président, en l'occurrence, c'est Jay Vance. On se demande un peu où il est pour l'instant. Il faudrait lancer une alerte enlèvement, peut-être. Enfin, il était en tout cas à Washington lundi pour valider la certification des votes au Congrès. C'est déjà une bonne nouvelle, au moins on l'a vu de nos propres yeux. Mais c'est vrai qu'Elon Musk a pris peu à peu cette place finalement de Dark Vice President. Vous vous souvenez que quand tout le clan MAGA, le clan républicain en pleine campagne, il y a quelques jours de l'élection, refait ce meeting de Butler étant l'endroit où Donald Trump a vécu cette première tentative d'assassinat à son encontre en Pennsylvanie. Tout le clan MAGA galvanisé se réunit à nouveau à Butler, un peu comme une grand-messe, quelques jours encore une fois avant l'élection, et c'est même avant, pour le coup, le meeting du Madison Square Garden, qui là aussi était quelque chose d'assez prodigieux en matière de folklore magaïste et ultra-conservateur, pour pas dire autre chose. Je vais faire cela plus de 25 fois, Elon Musk en l'occurrence, arrive sur scène tout sautillant. Alors vous savez que quand il saute en faisant un X avec les bras, c'est parce que évidemment il veut faire X, comme toutes ces entreprises désormais qui portent un X en anglais dans leur nom, si ce n'est même X.AI, sa nouvelle société d'intelligence artificielle, qui est assez floue pour l'instant sur sa stratégie et sur ce qu'elle souhaiterait faire, mais bon. Et il porte cette casquette noire, on le voit à l'image là d'ailleurs, avec écrit en lettres dorées, MAGA, Make America Great Again. Attention, cette code couleur est un code couleur qui n'est pas neutre non plus, puisque c'est celui des Proud Boys, qui est une milice néo-nazie qui a joué un rôle très particulier le jour du 6 janvier 2021 et de l'invasion du Congrès. Et bref, là en l'occurrence, Elon Musk dit voilà, moi je suis du coup Dark MAGA, je suis ce peut-être Dark Vice President. C'est un peu le baron noir finalement en terre tech, mais pas que, de Donald Trump aujourd'hui.
Mais ça va être une grande partie du jeu dans les années à venir. Là, là, sa politique s'aligne complètement sur celle de Trump. Donc, quand il parle de l'extrême droite en Allemagne, par exemple, est-ce qu'il parle pour Donald Trump ou pas? Est-ce qu'il dit des choses que Trump n'ose pas dire? Ou est-ce qu'il dit n'importe quoi parce qu'ils en ont envie, on va voir, mais ça va être difficile à distinguer entre ce qu'il dit pour Trump et ce qu'il dit pour lui-même. Et ça va être passionnant à suivre. Vous savez que dans la nuit de jeudi à vendredi, pour nous, Heure européenne, il y a une nouvelle conversation qu'Elon Musk va ouvrir sur un feature de X qui s'appelle Space maintenant, qui est un réseau de discussion audio, où il va s'entretenir avec Alice Weidel, qui est la présidente de l'AfD aujourd'hui. L'AfD ayant, pour les élections du 23 février prochain en Allemagne, des bonnes chances d'emporter une certaine partie des sièges. Ce sera plus compliqué pour Alice Weidel de devenir chancelière parce que vous le savez, en Allemagne en l'occurrence, on constitue des gouvernements en coalition. Encore faudrait-il que les autres partis allemands acceptent de travailler avec l'AfD, ce qui semble peu probable pour l'instant. On verra bien. Mais il avait déjà fait finalement le coup, si j'ose dire, de la conversation pas si intime que ça avec Donald Trump le 12 août dernier en pleine campagne. 2h30 de conversation qui ont été très étranges, j'avoue. Moi, j'étais à San Francisco à ce moment-là, donc j'ai eu la chance ou pas de suivre ces 2h30 en direct. Et on est passé par tous les sujets. On avait l'impression d'être plus qu'une petite souris dans une chambre entre Donald Trump et Elon Musk qui parlaient à bâton rompu de sujets business, de sujets politiques, de leur guerre déclarée contre ce qu'eux appellent le wokisme, ce qui dans leur bouche en fait veut dire quelque part un peu la faiblesse des démocrates, plus qu'autre chose. Et on va voir du coup comment Elon Musk mène cette conversation avec Alice Weidel, mais ce serait intéressant de voir si c'est encore une fois une conversation, mais qui va être importante pour l'AfD, parce qu'en fait, ça va leur donner une surmédiatisation d'un coup d'un seul sur un réseau où Elon Musk est suivi lui-même par 211 millions de personnes. Est-ce que la conversation sera en anglais? Est-ce qu'elle sera en allemand traduit? On ne sait pas, on verra bien. Ça va être un objet politique étonnant. Oui, c'est vrai que formellement, on se demande comment ça va se passer. C'est quand même un truc super inquiétant, hein, cette ingérence de Musk dans une campagne électorale européenne, en soutenant un parti néo-nazi, et dans un état de sidération des pays européens qui ne savent pas comment réagir. Le chancelier allemand réagit vraiment mezza voce, hein. C'est très mou, Ils très savent pas du tout calme. comment faire. Hein. Non, c'est inédit, c'est sidérant. Ouais. C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est le lapin pris dans les phares, là. Voilà, c'est ça. On a l'impression que l'Europe ne sait pas du tout comment réagir. Alors que pendant la première mandature de Trump, on a beaucoup parlé de l'ingérence de la Russie, de la façon dont le débat public était manipulé, pollué par des fake news. Aujourd'hui, ce problème, il vient de l'autre côté de l'Atlantique, de notre allié historique. Donc c'est extrêmement troublant de voir que ce basculement s'est opéré, et il va falloir trouver une façon de réagir rapidement, parce que si l'AfD a un score important en Allemagne, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'effectivement Musk va agir comme un fédérateur des extrêmes droites européennes? On n'en sait rien. Ce qui est troublant, c'est de voir qu'en tout cas, on n'est même pas au début du premier mandat de Trump. Hein. On parle comme si c'était le cas, mais c'est pas le cas. Pas encore investi. J'aurais à rappeler que c'était dans 12 jours. Le 20 janvier à midi, selon la Constitution américaine, le 3e lundi de janvier à midi 00. Ouais. Le ou la présidente des États-Unis est investi de ses fonctions. Donc à partir de midi 01, théoriquement, il peut commencer à cocher les cases sur sa to-do list qui a l'air bien remplie. 18h heure européenne, 18h à Paris. Rejoignez-nous à 17h le lundi pour suivre justement l'investiture de Donald Trump. Pardon, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Musk joue au début de cette deuxième mandature le rôle qu'avait Trump au début de la première, puisque c'était Trump lui-même au début de la première mandature qui tous les jours sur Twitter pourrissait la vie de ses alliés historiques, les grandes démocraties européennes. Et aujourd'hui, il ne le fait plus. Mais il a laissé la patate chaude à Musk. Donc est-ce que c'est une action coordonnée
Est-ce que ça va sans le dire et ils se sont même pas mis d'accord forcément là-dessus, mais on ne sait pas trop hein, quel jeu ils jouent tous les deux là. Michael? Moi, je pense que ce qu'on voit là avec Musk, c'est le plus visible jusqu'ici de ce qu'on va voir de plus en plus avec tous les grands réseaux sociaux américains. Ils ont un modèle économique qui favorise l'extrême droite. L'extrême gauche aussi, mais là, avec X, sûrement, c'est l'extrême droite, c'est truqué là-dessus. Mais plus les gens sont en colère, plus les gens s'engagent dans ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient sur les réseaux, plus ils font de l'argent. Et c'est les entreprises qui veulent faire de l'argent. Et donc... que ce soit YouTube de Google et Alphabet ou bien Instagram et Facebook de Zuckerberg, juste hier, ils ont complètement changé les règles pour pouvoir donner surtout la droite dans le monde entier plus de liberté à s'exprimer sans être censuré par les réseaux sociaux. Et on va voir ça de plus en plus. Ce dont tu voulais parler en particulier, je pense. Il y a 2 points qui sont passionnants dans ce que Olivier et Michael viennent de dire. Le premier, c'est que par rapport à l'ingérence d'Elon Musk en terre politique allemande, Musk s'arroge ce droit-là et il le dit tout simplement dans son édito au Weltsonntag de la semaine d'il y a 15 jours désormais déjà. Le temps passe vite au monde de Donald Trump. C'est tout simplement, encore une fois, parce que j'ai une entreprise sur place et laquelle que je dois avoir le droit de donner mon avis. Je fais partie de la vie économique de ce pays. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas partie de la vie politique, de sa vie politique. Et c'est exactement la façon dont il va, justement, on va peut-être le voir au fur et à mesure, multiplier les ingérences dans les politiques et dans les démocraties, ou en tout cas les gouvernements, les institutions, où il a implanté certaines de ces entreprises. L'autre, en effet, sur le changement des règles de modération sur les réseaux sociaux de Meta, donc c'est Instagram, c'est Facebook, WhatsApp pour l'instant ils n'ont pas encore touché, mais il y a souvent des changements là aussi de règles sur WhatsApp et sur la confidentialité de certaines données. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, à la limite, on a un Elon Musk qui, au moment du rachat de Twitter en novembre 2022, nous dit dès le départ ce qu'il va faire. Il arrive avec son évier sous le bras en disant je vais supprimer les équipes de modération parce que ça ne fait pas grand-chose, puis on va faire des coupes budgétaires et ça ira mieux. Mark Zuckerberg, en l'occurrence, en ce qui concerne Meta, est allé à toutes les enquêtes, à toutes les commissions d'enquête, à toutes les auditions auxquelles il était invité à se présenter en disant « Je vous promets, monsieur l'agent, plus jamais je le referai. Plus jamais. Vraiment, on va mettre en place les équipes de modération qu'il faut. On va fact-checker toutes les informations que les applications tierces qui nous permettent de faire du business sur nos plateformes différentes peuvent justement poster. » Et là, d'un coup d'un seul, finalement, la modération humaine, elle ne sert plus à rien, nous dit Mark Zuckerberg, notamment parce qu'elle est biaisée. On s'aperçoit que l'humain est biaisé, c'est drôle quand même, plus que ne peuvent l'être les machines. Et puis, on se met sur un mode de modération comparable à celui de X aujourd'hui, où on va finalement crowdsourcer la vérité. On va demander à l'ensemble de la communauté de nous dire si une information est vraie ou pas. C'est intéressant. Ce qu'Elon Musk a fait sur X, à partir du moment où il se met finalement à monétiser la crédibilité des utilisateurs et des utilisatrices du réseau, à partir du moment où il leur donne l'opportunité d'avoir ce fameux Blue Badge et le payer $8, me semble-t-il, par mois, à moins que ça ait changé en termes d'abonnement, mais c'est possible. Donc c'est le contenu certifié. Exactement, le contenu certifié. À partir de ce moment-là, Elon Musk, finalement, dit que la liberté d'expression, elle est monétisable. Et il en fait un relais de croissance. C'est intéressant. On revient toujours aux valeurs du business. En l'occurrence, dans la Silicon Valley, les valeurs éthiques s'arrêtent là où celles du business démarrent. Et c'est ce qui donne aujourd'hui toute l'attitude à Meta, qui pourtant, il me semble qu'il y a quelques mois, Mark Zuckerberg et Elon Musk voulaient se retrouver sur un octogone pour savoir lequel des deux était le plus musclé en matière de business, mais pas que, de virilité aussi. Et aujourd'hui, on s'aligne sur la modération des autres. C'est intéressant. Voilà qui nous promet de
de jolis épisodes de tech politique dans les mois à venir. Moi, j'ai deux questions. Michael, tu disais tout à l'heure, on ne sait pas si finalement il dit n'importe quoi. Olivier, tu es déjà venu ici 2 fois même, je pense, déjà pour parler d'Elon Musk, je crois, au moins une fois. Et si je m'en souviens bien, on avait conclu que Elon Musk, en fait, ne dit pas franchement toujours n'importe quoi, en réalité. C'est même assez rare qu'il dise vraiment n'importe quoi. Et après, Elon Musk, est-ce que ça n'est que du business? Je pose la question, j'en ai aucune idée, mais il semble que pas tant que ça. C'est pas que ça, non? Moi, ce matin, j'ai regardé bien le fil juste de 24-48 heures et c'est plein de mensonges, surtout, et c'était pire pendant la campagne, surtout sur l'insurrection du 6 janvier 2021 aux Alors, quand je États-Unis. dis n'importe quoi, je ne dis pas qu'il ne ment pas, hein. Je dis juste qu'il y a une cohérence, en tout cas dans sa parole. Il y a une cohérence, mais il y a une partie significative de ce qu'il dit où ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a un danger là-dedans de s'habituer les gens à accepter des choses et des narratifs qui sont carrément faux comme étant vrais. Ça ne peut pas être ça pour n'importe quelle démocratie. On est dans des débats orwelliens, hein, mais on y est un petit peu, quoi. Il faut relire à 1984 parce que c'est exactement le marigot dans lequel on patauge là. Hein. Ce qu'a imposé Trump dans sa première mandature, c'est l'idée de la post-vérité. Alternative fact, c'est ça? Ouais. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de vérité, il ne demeure que les opinions. Et c'est évidemment une idée extrêmement dangereuse, puisque on peut être chapellisé en une myriade d'opinions différentes. Si on ne se met pas d'accord, si on ne s'aligne pas sur une vérité commune, il n'y a plus de trait d'union pour faire groupe, pour faire nation, quoi. Or, cette idée-là, elle a été portée, elle a été théorisée en quelque sorte par Trump. Alors, ça a des racines, hein, effectivement, Orwell et 84, mais elle a été théorisée par Trump et elle est mise en pratique par Musk avec sa rénovation de X. Et je suis, moi, sans doute naïf, mais je suis ébahi par la rapidité avec laquelle Zuckerberg a réglé son pas sur le pas d'Elon Musk. C'est terrorisant de voir comment, alors que Trump n'a pas encore commencé son mandat, il change, il fait tout ce qu'a décrit Marjorie, il change de braquet complètement, et il adopte aussi cette politique qui consiste à dire qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a que l'opinion. C'est très dangereux. Alors, dans mon livre là, sur les deepfakes, je commence en mettant en exergue une phrase de Philippe K. Dick, qui est un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, et qui a écrit que la réalité, c'est ce qui continue à exister même quand on a cessé d'y croire. On peut penser que se prendre un pot de fleurs sur la tête, ça fera pas mal. Le jour où ça arrive pour de vrai, on est vraiment étalé, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Et des sociétés qui se construisent sur cette mystification que le réel n'existe pas, c'est des sociétés qui vont au crash. Et à cet égard, des agents comme des personnalités comme Musk ou Zuckerberg sont des agents du chaos, hein. On ne peut pas les dire autrement. C'est-à-dire qu'on est passé des weapons of mass destruction aux weapons of mass opinion, les armes de destruction massive aux armes d'opinion massive. Et ça, c'est pas un phénomène si nouveau que ça en réalité. On l'a déjà vu notamment sur la première campagne de Donald Trump en 2016. Là, c'était vraiment sur Facebook que ça se passait, avec une application tierce qui avait été mise en ligne par une entreprise qu'on connaît sous le nom de Cambridge Analytica, qui aujourd'hui est renée de ses cendres sous d'autres noms, mais c'est encore une autre histoire, et dont, encore une fois, vous allez me trouver têtu, mais tout part de la question du business model. À partir du moment où, sur le web 2.0, on fait du business à partir de vos données. Tout le business de ces entreprises tierces qui vous poussaient du contenu, qui vous permettait d'infléchir sur votre opinion et donc peut-être sur votre vote final, et de remonter par algorithmie interposée, faisait que justement,
Meta, Facebook, encore à l'époque n'était pas encore Meta, mais Facebook permettait de dégager du revenu substantiel des contenus qui étaient poussés par l'algorithmie et par les applications tiers développées par Cambridge Analytica, ce qui vous ont poussé à un moment donné à voter ou à infléchir votre vote pour Donald Trump ou, quand vous étiez en Grande-Bretagne, pour le Brexit à la place du Remain. Mais c'est des mécanismes qu'on décrypte en réalité depuis quasiment une dizaine d'années. Et je suis très étonnée qu'on n'ait toujours pas appris de nos erreurs. Mais c'est mignon, hein, parce que l'erreur est humaine, en l'occurrence, c'est même troublant. Et en 2016, les Russes en ont profité pour avoir une influence importante sur les réseaux sociaux et la campagne présidentielle en Amérique. Totalement. Et ça a été vraiment ces armes d'opinion massive et donc finalement de destruction des opinions et de fêlure des démocraties jusqu'à aujourd'hui. On pensait, d'un point de vue de la désinformation, que cette campagne, notamment américaine, serait quand même beaucoup plus soumise aux coups de boutoir, si j'ose dire, des IA génératives. Finalement, ça a été plutôt raisonnable, si j'ose dire. Il y a eu évidemment de l'ingérence étrangère, il y a eu évidemment des campagnes de désinformation à coup d'outils d'IA génératives, mais ça aurait pu être beaucoup plus destructeur que ça n'a été. Sauf que les gens ont consommé les informations sur la campagne dans des bulles qui ne ressemblent pas du tout. Donc, des gens de droite ou de gauche n'ont pas du tout vu la même campagne. Ah oui, mais l'effet de bulle, pour le coup, je suis absolument d'accord avec toi. Après, c'est différent de l'outil qui est utilisé pour pouvoir te laisser enfermer dans ta bulle. Et pour le coup, sur l'IA générative, même moi, au départ de cette année 2024, où 50% de l'humanité était appelée aux urnes, quel que soit le continent et quel que soit le système électoral, j'étais beaucoup plus négative sur les impacts potentiels des IA génératives sur ces processus électoraux. Finalement, aux États-Unis, on a été préservé, mais ça aurait pu être beaucoup plus destructeur que ce ne l'a été. Alors, il y a eu quand même quelques coups d'éclat dans ces histoires d'IA générative. Il y a eu le fameux deepfake audio qui était en fait une sorte de spot électoral. Visuellement, ça ressemblait à un spot électoral, mais on entendait la voix de Kamala Harris qui expliquait les raisons pour lesquelles elle était là et qui disait je suis la bonne personne à ce poste parce que je suis une femme et je suis une personne de couleur, et donc si vous êtes contre moi, ça veut dire que vous êtes sexiste et raciste. Et donc cette vidéo avec ce son a été poussée par Musk sur son compte, avec simplement en commentaire « This is amazing ». Ça a été vu des millions de fois, et ça n'est que 48 heures plus tard qu'il a dit oui, c'est un deepfake, mais c'est pour rigoler, quoi. Bon. Et ça pose quand même le problème de cette façon dont ces contenus engrainent le cerveau, quoi. C'est-à-dire que même si on les voit et même si on a suffisamment de recul pour se rendre compte que ça peut pas être elle qui dit ces choses-là, mais encore faut-il s'y arrêter, faire preuve d'analyse, etc. Ce qui est pas. Et puis peut-être que l'image reste de toute façon. L'image reste quelque chose. L'image carbonise un petit coin du cerveau et laisse sa marque. Donc c'est un sujet qui est dangereux. Alors par contre, on n'a peut-être pas répondu à ta question sur le n'importe quoi. Quand tu disais est-ce qu'Elon Musk dit n'importe quoi? Je pense qu'il y a deux types de n'importe quoi. La première option, c'est dire il ne dit pas n'importe quoi dans la mesure où il trace sa route dans une direction qui est, à mon sens, précise pour lui et qui pointe sur Mars. Depuis 20 ans, presque 30, il a l'obsession d'amener l'humanité sur Mars et il se donne les moyens de le faire. Et tout ce qu'il fait, industriellement, politiquement, sert ce projet-là. Après, oui, il dit effectivement n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il a le goût, et on a l'impression, il l'a dit à certaines occasions, qu'il avait racheté Twitter aussi pour faire état de ses réflexions aussi rapidement qu'elles naissent de son cerveau, elles défilent du bout de ses doigts sur l'écran des ordinateurs du monde entier. Il dit n'importe quoi sur la crise sanitaire, il dit n'importe quoi sur le sauvetage des enfants qui étaient prisonniers dans une grotte dans un pays d'Asie, je ne sais plus, c'était la Thaïlande, voilà. Donc il a le goût de dire n'importe quoi. Hein, et il y a eu un glissement d'ailleurs sur la défense de la liberté d'expression qui est devenu
au grand drame de tous, la défense du droit de dire n'importe quoi. Ce qu'elle ne devrait pas être, quoi, la liberté d'expression. Donc Elon Musk, c'est un mélange des deux. C'est assez troublant quand on regarde ce personnage qui déclenche des opinions très binaires, blanc, noir, on l'adore ou on le déteste. En fait, il est plus complexe que ça, évidemment. Tout dans la vie est toujours plus complexe que ce qu'on croit. Et lui, on ne peut pas le ranger dans une seule boîte. Non, c'est pas quelqu'un, c'est pas un générateur un shuffle de phrases aléatoires comme ça. Non. Ce qu'on peut quand même donner comme point de repère, c'est qu'il ne faut pas oublier que Elon Musk est né, en l'occurrence, en Afrique du Sud, a vécu jusqu'à le début de ses 20 ans en Afrique du Sud sous l'apartheid. Société violente. Absolument, une société totalement racialisée, une société violente où citoyens blancs et citoyens noirs sont séparés les uns des autres, où on a des citoyens qui ne vivent absolument pas à la même vitesse ni avec les mêmes droits. Il a acquéri la nationalité canadienne puis américaine, avec évidemment des histoires de visa qui font les choux gras de la Silicon Valley depuis des années pour savoir si en effet il a obtenu son H-1B visa dans les temps ou pas pour rester sur le sol américain, mais ça on ne le saura peut-être jamais finalement. Mais voilà, c'est toujours une blague dans la Silicon Valley aujourd'hui. Tout ça pour dire que... Encore une fois, Elon Musk, son éducation et son premier rapport à la culture politique, il s'est fait dans une Afrique du Sud sous apartheid. Donc le fait qu'aujourd'hui, après un passage chez les démocrates, il s'est engagé notamment sur la première campagne de Barack Obama pour ce candidat vice-président, qu'il ait déclaré, parce que dans sa vie personnelle, un de ses enfants a souhaité entamer une transition de genre, Xavier devenant Viviane, et à partir de ce moment-là, on peut dater au tweet près, c'est pas du carbone 14, c'est du tweet près, le moment où Elon Musk part dans cette guerre totalement déchaînée contre ce que lui appelle le wokisme. Encore une fois, le wokisme, je le redéfinis en termes républicains, c'est vraiment le fait que les démocrates, finalement, laissent tout passer à certaines parties de la population plus qu'autre chose. Mais à partir de ce moment-là, il va donc du coup dire que son fils est mort du virus transgenre, formidable. Pour la communauté LGBTQIA+, ça pose quand même d'énormes questions, notamment quand ça ressort dans les discours de Donald Trump aujourd'hui, et quand Donald Trump nous dit que sur sa feuille de liste, dès le premier jour, il y aura notamment le fait de dire qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 genres qui sont reconnus, hommes et femmes. Je laisse au public Twitch la libre appréciation de cette future politique. Mais voilà, il y a ce fait que on a l'impression que Elon Musk a été un génie qui nous a porté vers des aspirations de progrès, ce que la Silicon Valley sait si bien faire, notamment en matière de storytelling. On voudrait avoir des solutions tech à chaque problème de l'humanité. On se rend compte que finalement, Elon Musk, c'est peut-être un réactionnaire qui est en train de vieillir comme tous les réacs. Kofu, salut Kofu, nous dit « J'ai l'impression d'entendre un discours de lapin apeuré face au phare ». Alors les lapins te remercient, cher Kofu. Et Kofu qui demande « Mais concrètement, c'est quoi vos solutions pour lutter ?» Alors concrètement, nous, on n'a pas toutes les solutions. Mais déjà, est-ce que l'Europe a de bonnes raisons d'avoir peur d'Elon Musk? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a l'attirail, par exemple, juridique pour faire quelque chose? Alors l'attirail juridique, il est constitué, oui, en Europe. Il y a le DSA, il y a l'IA Act. Le DSA impose aux grandes plateformes des règles de gouvernance. Elle impose d'ouvrir ses serveurs une fois par an à un audit extérieur financé par les plateformes elles-mêmes. Donc c'est un devoir de transparence. Autour d'X, il se pose plusieurs questions à l'heure actuelle. Est-ce que aujourd'hui n'importe quel usager d'X peut constater que le poids des communications d'Elon Musk il est prépondérant, c'est-à-dire qu'on se branche sur X, on a 2 ou 3 tweets d'Elon Musk qui sont tout en haut de la page, quoi. Bon, est-ce que ça c'est un effet mécanique qui vient du fait qu'il est le premier utilisateur d'X et celui qui a le plus de followers, ou est-ce que ça vient d'une modification de l'algorithme qui donne un poids plus important à ses contributions? Je crois qu'à l'instant T, on n'a pas la réponse formelle à cette question. Même si on a l'impression que l'algorithme a été changé, mais on ne le sait pas. C'est des réponses qu'on aimerait avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire face à l'ingérence de ce personnage? C'est peut-être agir comme ça a été fait dans d'autres pays. Au Brésil, par exemple, au lendemain des émeutes insurrectionnelles qui ont suivi la défaite de Bolsonaro,
la Cour suprême avait demandé à Musk de couper un certain nombre de comptes de bout-de-feu qui avaient poussé à ces émeutes. Musk avait refusé au nom toujours de la liberté d'expression. Donc la Cour suprême a décidé de couper X. On peut couper un réseau social. Et X étant coupé, Musk a fini par s'exécuter et a arrêté les comptes en question. On peut noter d'ailleurs à cet égard que la liberté d'expression chez Musk, elle est à contour extrêmement variable, parce que quand les Brésiliens lui demandent ça, il déteste le principal responsable de la Cour suprême qu'il a traité de Voldemort. Quand la Cour suprême lui demande ça, il refuse. Quand c'est Narendra Modi, le Premier ministre ultranationaliste de l'Inde, qui lui fait la même demande pour supprimer des comptes d'adversaires politiques, il s'exécute très rapidement. Donc là, il n'y a pas de problème de liberté d'expression. Mais donc, si on trouve qu'Elon Musk est trop présent, c'est un commerçant, Elon Musk. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut arrêter Twitter, on peut ne pas acheter de Tesla, on peut... voilà. Ça, c'est des réponses qui sont à la portée de chacun. Michael ? Je pense que si les Européens essayent de restreindre les compagnies technologiques américaines de façon diverse, au moment où Trump va faire exactement le contraire, il enlève des surveillants de gouvernement qui mettaient des bâtons dans les roues sur liberté d'expression, ou Google, il va le couper en plus d'une compagnie, etc. Trump, je crois, va finir par mettre son poids à lui derrière les compagnies en luttant contre tout ce que l'Europe essaie de faire dans ce domaine. Je ne sais pas comment ça va marcher avec tout ce qui se passe avec l'OTAN, l'Ukraine et le reste, mais tout ça, ce sera sur la table. Il sera absolument sur le côté de ces entreprises technologiques américaines. On va voir si la régulation européenne qui a été constituée depuis maintenant quelques décennies va en effet nous servir de bouclier ou pas. Si tu sais l'image d'Épinal qu'on décrit souvent dans la tech en disant que les États-Unis innovent avec la Silicon Valley, la Chine copie jusqu'à un certain point. D'ailleurs, l'Asie est réduite à la Chine dans cette image-là, et l'Europe au milieu sort son petit drapeau blanc de la régulation. Est-ce que ça va nous servir à quelque chose ou pas ? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura peut-être... Enfin, ce qui est sûr ou pas, d'ailleurs. On est en 2025, rien n'est sûr. En même temps, je retire tout de suite cette phrase. On aura peut-être un petit peu moins de tweet clash entre Elon Musk et l'actuelle commissaire européenne qui a repris les dossiers de Thierry Breton, qui est la commissaire Virkkunen, qui va du coup notamment devoir porter la mise en application de l'AIA Act. Je rappelle que l'AIA Act, c'est une régulation européenne qui a été longuement discutée et votée par les États membres et par le trilogue sur la classification par risque des intelligences artificielles, qui a été draftée pour la première fois en 2020, revue en 2022 quand les outils d'intelligence artificielle générative ont déboulé sur les internets au pluriel, et puis qui n'entrera en application qu'en 2026 en réalité. Donc il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Ça, c'est un premier point. Et en l'occurrence, Elon Musk a toujours été plutôt favorable à la régulation de l'IA. On l'a toujours vu faire des tribunes, faire des lettres ouvertes en expliquant que l'IA allait tous nous tuer, que les robots tueurs étaient juste à 3 minutes d'envahir tous les continents divers et variés. Donc, il a toujours été plutôt pro-régulation sur les questions d'intelligence artificielle. Complètement. Sur d'autres questions, la régulation, il n'en veut pas forcément, mais ça va être intéressant. Est-ce qu'on va avoir une Commission européenne qui va se montrer aussi virulente pour aller au combat et au front contre Elon Musk, sachant que Donald Trump est juste derrière? C'est vraiment une question qu'on va voir et vivre tous ensemble au cours de ces premiers mois de 2025. L'autre chose aussi, c'est qu'en matière de régulation aux États-Unis, notamment dans les changements de l'administration
Trump qui va se mettre en place à partir du moment où le Sénat aura validé ou pas les nominations élaborées par Donald Trump et ses équipes. Je rappelle que dans les équipes, notamment pour passer en revue les candidats et candidates de cette administration, il y avait notamment Elon Musk et Larry Ellison, le patron d'Oracle, l'actionnaire principal d'Oracle, dans la pièce à Mar-a-Lago quand Donald Trump faisait passer des entretiens pour ses membres futurs de l'administration. C'est intéressant. On va voir ce qu'il en est. Lina Khan, en l'occurrence, qui est l'actuelle patronne de la FTC, le régulateur américain, va être remplacé par Andrew Ferguson, qui est un avocat d'affaires qui, lui, a toujours été plutôt opposé, en l'occurrence, au démantèlement des entreprises, fût-elles tech, et plutôt quelqu'un qui est un partisan du Krav Maga régulatoire, c'est-à-dire qu'on va voir, on va faire du cas par cas, il ne faut peut-être pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc on va voir quels vont être les choix d'Andrew Ferguson dans cette future mouture du régulateur américain, d'autant plus que Lina Khan, elle, sous son mandat, a lancé plusieurs enquêtes extrêmement intéressantes, notamment en matière d'intelligence artificielle générative, contre des big tech alliés à des startups qui n'en sont plus vraiment aujourd'hui, donc Microsoft et OpenAI par exemple, Anthropic et Amazon et Google notamment. Donc on va voir ce qui se passe de ce point de vue-là. Et surtout, en pleine campagne, en l'occurrence, les big tech et la Silicon Valley a eu la peau, si j'ose dire, d'une régulation sur l'IA qui pouvait être extrêmement intéressante, qui émanait du Parlement californien, qui s'appelait SB 47, et qui, pour la première fois, et c'était... alors, pardon, je me passionne pour la régulation, j'ai des focus comme ça, parfois un peu étonnants, mais ce qui était passionnant dans SB 47, c'est que ça allait plus loin que l'AI Act européen sur certains points, notamment sur le fait de rendre responsables les entreprises productrices d'IA quant aux catastrophes naturelles ou à d'éventuels dommages causés sur des humains. C'est-à-dire qu'elle était rendue responsable de ces dommages causés à partir d'un certain chiffre d'affaires affiché, et elle devait du coup réparer financièrement, évidemment, les dommages causés. Et ça, c'est pas du tout passé. C'est passé auprès du Parlement californien. La Silicon Valley était vent debout contre cette législation, Meta d'ailleurs en premier lieu. Ils ont fait pression auprès de Gavin Newsom, l'actuel gouverneur de Californie, qui a donc mis son veto au saut final de cette loi, parce que notamment, ce qui se dit beaucoup dans la Silicon Valley et le petit monde démocrate de la vallée en ce moment, c'est que Nancy Pelosi a fait pression sur Gavin Newsom de tout son poids pour qu'il mette un veto et que cette loi ne passe pas, en disant « on va signer notre arrêt de mort si tu mets toutes les big tech contre nous, c'est fini ». Si les big tech se retournent contre les démocrates et contre Kamala Harris, on est terminé. Bon, ben voilà, vous jugerez sur ce que l'histoire en dit. Je veux dire, une autre chose qui sera intéressant à voir, c'est l'Europe est quand même une puissance économique immense et elle a utilisé son pouvoir pour avoir des régulations bien plus fortes que ce qui n'existe en Amérique pour les données personnelles, par exemple. Moi, en tant qu'Américain qui a déménagé ici, je peux vous dire que là, j'ai toutes sortes de choix que je n'ai jamais eu avant en tant que protection de mes données personnelles. C'est formidable. Et donc, moi, ça m'intéresse de voir, est-ce que l'Europe va utiliser le pouvoir qu'elle a? Et c'est toute la question, et c'est vraiment le jeu qu'on va voir maintenant se mettre en place. Est-ce que finalement, encore une fois, on a eu raison d'agiter notre petit drapeau blanc de la régulation au milieu de deux continents qui ont l'impression de faire plus en bras de fer entre eux, c'est-à-dire encore une fois, des continents réunis à l'échelle de pays, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. La première administration Trump s'est montrée extrêmement virulente face au coup de boutoir du pouvoir chinois en matière technologique, économique, mais pas que. Ça s'est cristallisé entre 2016 et 2020, notamment sur la question des équipements et des infras. Je rappelle toujours, pareil, vous allez me dire, j'ai des petits focus comme ça, je suis une fille passionnante. Pas d'IA, pas de numérique sans infrastructure. Et dans la première administration Trump, le nœud gordien de la guerre économique. Pour ceux qui débarquent, alors, de la guerre économique. C'est quoi une infrastructure, oui, alors, mais vraiment, le nœud gordien de la bataille économique chino-américaine, de cette guerre économique-là, elle s'est jouée notamment dans la tech, sur les infrastructures et sur les antennes Huawei, qui ont été exclues à l'époque. C'était la 5G qui était en vogue, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, quoique. Et tout le monde essayait de comprendre comment on allait passer à cette nouvelle génération de réseaux. On avait besoin de plus de puissance et d'une puissance supérieure pour pouvoir passer plus de data et alimenter tout ce qui allait être, encore une fois, les développements en intelligence artificielle, notamment générative, mais pas que.
Huawei et d'autres équipementiers chinois ont été exclus des infrastructures et des antennes, notamment relais américaines, mais pas que, il y a eu plein de choses comme ça. La deuxième étape, ça a été poursuivi par l'administration Biden, là aussi, des politiques extrêmement restrictives sur les composants chinois ou des ventes de composants américains à des opérateurs chinois. Nvidia notamment, qui est le champion aujourd'hui des semi-conducteurs et sans lequel on ne peut pas faire tourner tout ce que le petit monde de l'intelligence artificielle compte de producteurs d'IA, a été censuré par l'administration Biden sur la vente d'un certain type d'accélérateurs de semi-conducteurs et de puces à justement des entreprises chinoises. Bon, ils sont débrouillés pour le vendre sous d'autres noms, mais ça c'est encore une autre histoire. Il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. C'est la Silicon Valley, on s'amuse. Et il est certain que la prochaine administration Trump va poursuivre cette guerre ouverte contre la Chine en matière économique et numérique. Ça me rappelle une lecture très intéressante du milieu des années 2000, qui est un livre de Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee, c'est un grand expert de l'intelligence artificielle qui a notamment été le manager d'entreprises américaines en Chine. Donc il a un pied un peu dans les deux mondes. Et il a été l'auteur d'un livre qui a fait mouche à l'époque, qui s'appelait AI Superpowers, et qui décryptait vraiment cette guerre des intelligences artificielles en disant, en gros, ce qu'on a redit sur l'image d'Épinal du numérique. Les États-Unis, dans cette guerre à l'armement des intelligences artificielles, entre guillemets, il y a les États-Unis d'un côté, il y a la Chine de l'autre, et au milieu, l'Europe, ça ne sert même pas d'y penser, parce que c'est déjà perdu pour vous depuis longtemps. Et finalement, rétrospectivement, 5-6 ans après, on peut se dire que Kai-Fu Lee n'a jamais été autant d'actualité, parce que ce qu'on va voir, et peut-être aussi, encore une fois, avec ce couple tech et politique, Trump et Musk, c'est le véritable enjeu industriel sur les intelligences artificielles. Et comment est-ce que Elon Musk et les nominations qui vont être faites au sein de cette administration, je rappelle que la nomination qui a été, le département qui a été donné à Elon Musk ne fait surtout pas partie de l'administration, sinon ce serait très embêtant pour Elon Musk, qui devrait se départir en termes de conflit d'intérêts de la plupart de ces entreprises. Donc ce n'est pas le cas. Dodge, le département sur l'efficacité gouvernementale, il est adossé à l'administration, mais il ne fait pas partie de l'administration directement. C'est une subtilité, mais il va y en avoir beaucoup sur les 4 prochaines années, des subtilités de ce genre. Tout ça pour dire que la prochaine intelligence, je pense pour moi, le dessin en réalité à plus 4 ans de Musk et Trump, il est sur cette course aux intelligences artificielles face à la Chine. C'était très long pour une phrase très courte en fait. Non mais c'est édifiant, oui, Marjorie, c'est ça, le futur de l'intelligence artificielle va se construire au travers de ce binôme. Derrière le nouveau duo à la Maison-Blanche, Donald Trump-J.D. Vance, il y a par transfert le duo Elon Musk-Peter Thiel. Puisque Peter Thiel, qui était l'associé de Musk à l'époque d'eBay, qui pour le coup, lui, je disais que Musk n'était pas très organisé idéologiquement. Peter Thiel, lui, c'est vraiment un théoricien d'ultra-droite depuis 20-30 ans. Tous les deux vont en quelque sorte se retrouver et façonner l'avenir de l'intelligence artificielle pour les États-Unis, mais donc pour le monde entier. C'est vrai que s'agissant de l'intelligence artificielle, Musk a eu un discours très changeant et sans doute foncièrement hypocrite, parce qu'il avait une voix assez dissonante. Quoique, il y a des grandes voix qui portent... Sincèrement. Non, mais sur les dangers de l'intelligence artificielle. Stephen Hawking, qui était un scientifique vénérable dans d'autres champs, spécialiste des trous noirs, etc., avait fait des sorties très médiatisées sur les risques de l'intelligence artificielle. Qu'Elon Musk avait signé à l'époque, ils avaient signé une lettre commune. Oui. Et il y en a d'autres. Très récemment, Nobel de physique à Gregory Hinton, Geoffrey Hinton, qui a longtemps été chez Google responsable de l'intelligence artificielle, qui est l'un des pères du deep learning, cette façon de faire de l'intelligence artificielle qui a donné l'IA générative. Aujourd'hui, il dit qu'il regrette d'avoir fait ce qu'il a fait parce qu'il considère que ça met les sociétés en danger. Musk a été sur cette ligne-là. Il a été à l'avant-garde. Enfin, il a promu, par exemple, la question d'un moratoire avec une lettre ouverte. Mais dans le même temps qu'il demandait à ce qu'un moratoire soit signé sur l'intelligence artificielle, on apprenait qu'il créait sa société XIA pour
contrer OpenAI et les progrès d'OpenAI. Donc on a plutôt l'impression, enfin moi j'avais l'impression que toutes ces diatribes anti-IA étaient simplement pour freiner l'avancée de concurrents qui étaient plus en avant que lui sur ces thèmes-là. Parce qu'il en faisait quand même de l'IA. Dans les Tesla, il y a de l'IA pour pouvoir évaluer la route qu'il y a devant les phares de la Tesla. Il faut faire de l'IA, quoi. Et dans les robots humanoïdes qu'il est aussi en train de produire avec Tesla, les Optimus, il y a aussi évidemment énormément d'IA générative, parce que ce sont des robots humanoïdes qui sont biberonnés, boostés à l'IA générative. Ce qui est passionnant, c'est que dans ces affaires de pouvoir dans la Silicon Valley, il y a toujours des petites, des coups de canif au contrat qui expliquent la grande histoire. Typiquement, ce qu'Olivier racontait sur est-ce que dans une des hypothèses, c'est pas juste finalement tout bêtement une question de business pure et dure sur freiner l'avancée de Sam Altman et d'OpenAI quand on veut développer X.AI du côté d'Elon Musk. Il ne faut pas oublier que Elon Musk a été actionnaire de OpenAI au départ et qui a porté cette entreprise sur ses fonds baptismaux. Il s'en est retiré ensuite et il y a quelques mois à peine, il lance, c'était même en septembre si je n'ai pas de bêtises, non c'était au printemps dernier, il lançait un procès contre Sam Altman. Il y a toujours des règlements, c'est pas des règlements de compte à OK Corral, mais c'est des règlements de compte à Bay Area, quoi. C'est un peu ça. Et on va voir jusqu'à quel point Elon Musk ayant déplacé désormais le centre du pouvoir de la Silicon Valley, bientôt à Pennsylvania Avenue à Washington DC, est-ce que du coup ça va se jouer dans le bureau du Dirlo, c'est-à-dire Donald Trump ou pas? On va voir dans les 4 ans qui viennent. Dans le chat, on a Pinoufou qui nous dit on n'a pas beaucoup pris les remarques du chat pendant cette deuxième heure. C'est un peu vrai, mais vous étiez aussi moins bavard, mais vous êtes toujours aussi nombreux. Donc ce sujet, visiblement, vous passionne, mais vous laisse un petit peu comme des lapins. Donc pris dans les phares, bien fait. Cependant, Pinoufou, tu disais, oui, on a quand même Mistral, par exemple, en France. Bon, est-ce que Mistral peut s'imposer? Alors, est-ce que Mistral est européen déjà? Parce que j'ai rien contre les équipes de Mistral, contre Arthur Mensch qui font un travail formidable, mais tu parles de leur levée de fonds. Oui, parce que tout le storytelling de Mistral et la raison pour laquelle il se lance à un moment est passionnante. Mistral, pour résumer, c'est l'intelligence artificielle à la française, portée par AIGen, par Arthur Mensch et ses 2 autres cofondateurs. Leur storytelling, c'est de dire on était 3 jeunes ingés ayant fait nos classes chez DeepMind, chez Google d'un côté et chez FAIR, le labo d'IA de Meta de l'autre, et on revient en Europe en se disant il faut une IA générative souveraine pour la France et pour l'Europe. Super projet, hyper intéressant. Allons-y. Sauf qu'à partir du moment où ça va être méchant là, mais on fait sa première levée de fonds sur un PDF de 4 pages, tant mieux pour eux, ils ont levé 100 millions la première fois. Mais que dans sa première levée de fonds, on a dans ses investisseurs, et c'est pas un reproche après, mais Lightspeed Venture, qui est un des premiers fonds capital risqueurs américains qui investit sur l'IA, je ne sais pas à partir du moment où on prend le premier dollar si on est encore européen. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On prend les fonds où on peut quand on a besoin de cramer du cash pour lancer sa boîte. C'est pas le problème. Mais à partir de là, garder un storytelling de souveraineté européenne, je ne suis pas certaine que ça puisse marcher. Mais ce n'est que moi. L'argent égale le pouvoir. Oui, et aujourd'hui, il y a aussi un partenariat avec Microsoft qui arrange bien Microsoft vis-à-vis du DMA et du DSA. Je ne sais pas si ça arrange Mistral par ailleurs. Nous allons donc ranger Mistral dans son tiroir. Olivier. Sur quelle question sur le, je pensais que tu voulais prendre la... Non, j'abondais ce que disait Marjorie. Effectivement, c'est la question des serveurs. J'allais dire, sur quel ordinateur tournent toutes ces intelligences artificielles françaises. C'est pas sur des serveurs français. Donc, oui, on est plus dans le domaine du storytelling que dans la réalité, sans doute. C'est sur du cloud Azure de Microsoft et c'est sur du cloud AWS d'Amazon. Donc. Chers amis, il est 18h58, passé de 4 secondes, puis c'est déjà l'heure de nous quitter, mais c'est d'abord le mot de la fin ou le mot de la suite, Marjorie. La tech, c'est de la politique. Olivier, le mot de la fin, le mot de la suite. Explosion de la bromance à moins X minutes. Merci Michael, le mot de la fin ou le mot de la suite, comme tu veux. Il y aura plein de surprises, ça c'est sûr, on ne sait pas. Il est dit merci à tous les trois. Merci de vous avoir fait l'amitié de vous être transportés au studio 3F74 dans la pluie glacée. Il est 18h58, passé de 37 secondes et c'est malheureusement déjà la fin de ce stream. Et j'ai perdu ma fiche de au revoir, c'est toujours la même que je lis, mais j'aime bien quand même vous la lire. Merci à tous les trois, c'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début ou qui veulent partager le stream à leurs copains, leurs copines, leur maman, leur tonton gênant ou leur patron navrant, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube ainsi que sur le site de France Info, le site de France Info
Info, c'est, mais vous le savez, franceinfo.fr. Le stream est disponible aussi en podcast sur la plateforme de Radio France et la discussion se poursuit si vous en avez envie, et ce sera plutôt en fin de semaine avec moi sur Discord. Jules va mettre le lien dans le chat. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, à qui je renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Merci pour vos questions pertinentes, très souvent pertinentes, vos humeurs bienveillantes, c'est toujours super chouette de vous lire et de vous compter, bien sûr, toujours plus nombreux. Merci aussi, bien sûr, à Jérém Alamodé, qui vous lit, qui vous censure parfois, qui vous fouette avec son clavier et sa plume. Merci à ma droite, bien sûr, à Cyril Balta à la réal, à Steph Berlu au visuel. Merci à Pauline Moyer, qui est en stage avec nous au Talk. Vous ne la voyez pas, elle est en face de moi, qui vient d'arriver, qui a déjà trouvé sa place. Ça s'en va déjà la semaine prochaine, mais on va bien l'utiliser. Merci, bien sûr, évidemment, à l'excellent Camille Rio à la programmation. On se retrouve déjà demain avec déjà un programme bien rempli, Camille. Camille Rio, qui est programmateur du stream. Salut Camille. Alors du coup, pour demain, vous n'avez pas pu passer à côté, évidemment. L'ombre de Jean-Marie Le Pen plane-t-elle encore sur le Rassemblement national ? Si le visage du RN semble plus lisse aujourd'hui, certains observateurs s'interrogent. L'ADN du parti peut-elle échapper à son héritage ? C'est ce que nous verrons demain. Et dans un second temps, nous ferons un point sur la situation en Ukraine. Suite à la réélection du président américain, Volodymyr Zelensky peut-il vraiment compter sur l'appui de Donald Trump ? De l'histoire de l'extrême droite, de la Russie et de l'Ukraine. Merci Camille. Ce sera de 17h à 19h, même endroit, même heure. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut!